Et salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le soir de la draft, preview. On est live, donc il est 21h30, la draft a lieu à 2h du mat. Et je suis accompagné d'une équipe élargie aujourd'hui avec Alex. Comment ça va ? Bonsoir, ça va et toi ? Très bien, très bien. Franz, qui doit être chaud patate parce que son équipe a le number one J'en pick. peux plus. Salut Marc, salut tout le monde. Antoine. Kevin. Bonsoir à tous, salut Marc. Aptine, genre, il est le timide, fidèle. Hello. Ouais, c'est clair, genre il est timide. Le gars, il nous chauffe, et après il est toujours poli en podcast. Et Lucho. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on va se faire un petit preview de la draft des joueurs qu'il faut suivre, donc dont il faut connaître les noms et les profils pour mieux apprécier ce premier tour de draft déjà cette nuit et aussi certainement samedi. Peut-être dimanche un petit peu moins, même s'il y a toujours des bonnes surprises dans les rounds un peu plus late. Mais en tout cas, les joueurs impactants en fantasy pour cette année et les années qui viennent. Et avant toute chose, je précise, on est une émission de fantasy, les gars. Et donc, il y aura certains joueurs qui seront peut-être plus populaires que d'autres, que dans d'autres émissions, mais on verra ça par la suite. Donc, on va faire ça. Avant de faire ça, on a eu une breaking news et on voulait en parler vite fait. On a eu un trade des Jets qui ont enfin tradé notre ami Aaron Rodgers. Breaking 48 heures, d'accord. Breaking, je prends les screenshots. Dalvin Cook était vraiment Jusqu'à une breaking news d'il y a 48 heures. J'ai dit breaking parce qu'il y avait écrit breaking sur mon écran. Effectivement, je prends les screenshots d'il y a 2 jours. Alex, puisque c'est toi le spécialiste Aaron Rodgers, tu vas pouvoir nous dire ce que tu penses du trade d'abord pour les Packers. Parce qu'on savait que c'était certainement la fin d'Aaron Rodgers et ce que ça veut dire pour votre offense. Et ensuite on parlera tous des Jets. Vas-y, Alex. Eh bien, j'ai envie de dire enfin. Parce que notre moine slash joueur golfeur slash quarterback proche de la retraite s'est enfin barré. Parce que c'est pas le mot, c'est pas parti, c'est barré. Parce qu'il fallait qu'il se barre. On avait ras-le-bol tous. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça marche plus, il faut arrêter et ça a trop traîné. Et concernant l'échange, écoutez, on s'en est bien tiré, je trouve. J'étais agréablement surpris de la part de notre front office et du Good Kunz pour être exact. Et franchement, la contrepartie, on s'en tire bien. Comme théoriquement, il va jouer 65% de ses snaps, donc en plus, on pourrait s'en tirer avec un premier tour si tout se passe bien l'année prochaine. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il ne se casse pas avant décembre. C'est tout ce qu'on veut. Et puis voilà. Donc après, concernant les Packers pour le futur, 2023, ça va être une année charnière à tous les niveaux, aussi bien pour Jordan Love que pour le reste. Puisque Jordan Love, il s'en est dans sa dernière année contrat rookie. Donc là, c'est fini la nursery, ça passe ou ça casse. Donc comme ça, au pire, on draftera l'année prochaine. Et puis du coup, tout ce qui va autour aussi, parce que si on a un jeu plutôt basé sur la course avec AJ Dillon et comment Aaron Jones. Merci. Dillon, il y a aussi dans sa dernière année contrat. Aaron Jones, il avait fait une extension qui va se terminer sur 2024. Donc c'est pareil. Donc là, ça va être l'année charnière où en fait la pression est sur Lafleur, le coach. C'est que si ça casse cette année, à mon avis, ça va casser sévère parce qu'en plus après on change de système de président plus tard. Donc ça va vraiment bouger, quoi. Donc en termes de fantasy, par contre, ça va être plus compliqué. Jordan Love, à quel niveau on va le mettre Oui, c'est un QB1, mais alors vraiment low end, quoi. Hein. C'est vraiment ça va être. Comme on n'a pas vu jouer, on ne sait pas, quoi. Même lui, il ne sait pas, je suis sûr. Ouais, ça va être ça qui va être intéressant à suivre. Et on nous dit justement, il n'aura pas beaucoup de temps, vu que c'est déjà sa 4e année, il n'aura pas beaucoup de temps pour s'imposer. Il va pas trop avoir le bénéfice du doute.
Et au niveau receveur, est-ce que alors Christian Watson, déjà l'année dernière, très dépendant de grosses performances sur des big plays, sur quoi 4-5 matchs. Si tu regardes sa saison, ce genre de joueur, tu te dis, ah tiens, il a fini WR, je sais pas, j'ai pas la stat de tête, mais WR 30, année rookie, il a été pas mal, machin. On a entendu parler de lui, il était dans les highlights, je le draft. Et en fait, il avait fait genre 5 bons matchs et puis 15 matchs, 10 matchs transparents. Donc là, avec Love, la question va se poser, même si sur le papier, Love a peut-être les qualités pour bien jouer avec Watson. Je suis plus circonspect sur justement des Romeo Doubs, des mecs qui ont été draftés plus tard, qui n'ont pas forcément le rapport qu'ils avaient avec Rodgers. Après c'est certainement. Parce que moi, Franck, juste pour terminer. Après, le truc, c'est qu'on était Aaron Rodgers dépendants. Donc, on ne sait pas comment ça fonctionne, comment sont vraiment ces joueurs-là. C'est-à-dire qu'ils ont fonctionné à partir du moment où Rodgers a décidé de jouer d'une certaine manière, ou peut-être la fleur, parce qu'on n'est pas on n'est pas backstage, on ne sait pas comment ça se passe. Oui, vas-y, Franz. C'est certainement le futur slot receiver et tight end de Green Bay qui va gagner le plus de points en fantasy, peut-être pour avoir plus de passes courtes de la part de Love et faciliter un peu quelques jeux et donc du coup faire quelques yards. Mais c'est vrai que c'est compliqué à anticiper pour Watson et Doub de savoir comment ça va se passer avec Love, c'est clair. Est-ce que ça va pas Vas-y, spoil notre section, t'as raison, merci Franz. On avait un nom à donner en tight end et t'es parti. Ben, j'ai pas donné de nom, j'ai dit il en faut un tight end, ça c'est sûr. Robert Tonyan, ça va pas le faire apparemment. Donc, Mais il est parti. Oui, justement, ça va pas le faire. Enfin. Ok, et rapidement, côté Jets, qui veut donner son avis sur l'offense, qui était déjà pas trop mal l'année dernière, mais on avait l'impression qu'ils étaient à incuber d'être vraiment excellents. Bah, t'es pour New York, non? Vas-y, toi. Moi, je suis pas pour les Jets, moi. Mais je peux te le dire. Moi, je peux te dire que cette équipe des Jets m'excite presque plus que la mienne au niveau offensif, parce qu'effectivement, je viens de le dire, du coup, j'ai répondu à ma propre question. C'est une question un peu rhétorique. Je trouvais qu'ils étaient incubés d'avoir une offense vraiment excellente. Ça me rassure un peu sur Breece Hall, parce que c'est toujours difficile de revenir de blessure, mais quand tu reviens de blessure dans une offense qui devrait cartonner, sur le papier en tout cas, ça devrait être bien. Le seul hic, le seul truc qui m'inquiète, c'est Allen Lazare. Parce que il a le rapport avec Rodgers. Rodgers, on a vu par le passé qu'il mettait parfois longtemps, enfin tu pourras me dire Alex, parce que tu as plus d'expérience de Rodgers que moi, mais il mettait parfois longtemps avant de s'habituer à un receveur et avoir vraiment un bon rapport avec lui. Et du coup, il a déjà ce rapport avec Lazare, il l'a pas avec Garrett Wilson. Donc du coup, c'est le seul truc où je me dis, ouais, peut-être que dans week 4, week 5, on va être là en train de se dire, mais putain, pourquoi Lazare, il a 8 targets par match alors que les autres sont bien meilleurs sur le papier. C'est le seul truc. Mais bon, sinon, globalement, je pense que ça va être intéressant. Et la FC East, comme Nico est pas là ce soir, mais toi, Antoine, t'es là, la FC East, c'est lourd. Hein. En tout cas, ça peut être une grosse division. Moi, je rebondirais juste sur un truc par rapport à ce que tu as dit, c'est que la clause du fait que s'il joue 65% de ses snaps, ça passe pour un premier tour envoyé aux Packers. J'ai très peur que pour les Jets, en fait, finalement, s'ils voient que la saison est plutôt mitigée, ils le mettent sur le banc, juste histoire de ne pas envoyer un premier tour aux Packers. Et du coup, ils viennent un peu flinguer la fin de saison. C'est très new-yorkais, ça, finalement. C'est très Jets de flinguer sa saison alors que tu as encore une chance de jouer quelque chose. Juste pour pas renforcer et envoyer un first aux Packers. Donc, c'est vraiment le seul truc. Et t'es pas à l'abri, parce que Garrett Wilson, on n'en parle pas beaucoup, mais si au bout de 3-4 matchs, il n'a pas assez de target, c'est le mec qui est capable d'écrire sur les réseaux sociaux « fuck Aaron » et puis au revoir. Ça va être le Elijah Moore de 2023. C'est exactement ça. Il est capable de faire ça et de se barrer pour prendre une autre équipe. Quoi. Donc un peu à la Stephen Diggs, c'est une époque avec les Vikings. Donc bon, à checker quand même. Mais les Jets, ils ont 2 ans pour gagner. Hein. Donc je vois pas pourquoi ils iraient... alors j'ai pas trop géopardisé, je sais pas comment on dit, foutre en l'air... leur plan uniquement pour pas donner un pic aux Packers. Bon, finalement, c'est pas les Bears ni les Vikings, tu vois. Donc, ouais, après, la O-line des... voilà. La O-line des Jets, elle est catastrophique. Et, il y a une draft. Mais, d'accord, alors si tu veux, il y a une draft. Mais par contre, au-delà de ça, t'es pas à l'abri que Rodgers, dans un an, ils disent bon, bah, je vais faire un an à New York. J'ai mon appart au 80e étage, ça se passe plutôt bien. Bon, bah, allez, rideau, je deviens analyste. Et puis ciao aussi, tu vois. Pourquoi tu fais parler comme ça? Il est quand même parti 4 jours. Comment ?
Pourquoi tu faisais parler comme ça au beau jour de moi? Non, mais bon, c'est une possibilité. Mais effectivement, ça peut être aussi. Tu peux avoir raison, Franz. Pour une fois. Après, est-ce que Robert Saleh, il a le charisme comme Lafleur, c'est pas dit. Hein. Après, on verra bien, mais parce qu'il y a ça aussi, il y a quand même un coach dans l'histoire, quoi. Mais bon, surtout qu'après, Ouais, en mais plus, lui, il peut sauter très vite. Hein. Il peut sauter très vite. d'abord il y a Nathaniel Hackett, hein, peut-être d'abord qui sautera, parce que Nathaniel Hackett déjà, c'était une merde aux Packers. Ça a été une merde au Broncos. T'es énervé, Alex. Ça tire mal aujourd'hui. Donc, non, mais il faut dire ce qu'il y a. Hein. J'ai toujours dit, voilà. Donc, bon. C'est son pote. Voilà, on parlait de système. Est-ce qu'en fantasy, du coup, Rodgers, il va pouvoir produire avec les receveurs? Oui, techniquement, il a le même coordinateur offensif quand même qu'il connaît bien, mais bon, après. Après, est-ce que c'est pas un plan, genre, on vire Robert Saleh, Nathaniel Hackett devient head coach des Jets, et avec Aaron Rodgers, il re-signe pour 3 ans. Tu vois, moi, je sais pas. Je pose ça comme ça. Ok les gars, on va continuer parce qu'on est quand même là pour parler de la draft. Mais effectivement, ça va être quelque chose à suivre de très près. Et je pense que les rumeurs en OTA et en pré-saison vont faire le plein de qui a fait quel truc aux entraînements. Il paraît que tel joueur a un bon rapport avec Rodgers, etc. Ça va être marrant. Donc draft, du coup, voilà l'ordre de draft de cette nuit. Je sais pas si je peux vous le mettre en plus grand, mais on a donc les Panthers évidemment en pick 1. Je pense que tout le monde connaît son pick, tu peux y aller. Ouais, on peut y aller. Lewis. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quel est votre process. Aptine, juste avant de prendre l'antenne, tu disais, mais c'est chaud de faire un ranking avant même de savoir où les mecs vont. Un ranking fantasy en tout cas. Un ranking fantasy, je parle. Ouais. Alors, c'est une émission de fantasy, les gars. On va toujours parler de fantasy. Un ranking fantasy avant de savoir où ils vont, c'est très difficile. Mais il existe des rankings et puis il y a même des ligues qui draftent avant la draft ou qui font carrément qui prennent des joueurs carrément à l'université. Et donc ça existe. Et justement, je voulais avoir un peu votre opinion sur comment évaluer des joueurs qui n'ont jamais joué à un NFL. Quelles sont les qualités qui sont transposables et qui le sont pas? Comment est-ce qu'on peut évaluer en regardant un joueur jouer dans un système en collège, essayer d'évaluer comment vont être ses 2-3 premières années de carrière en NFL et encore plus avant de savoir avec qui il atterrit. Je sais pas qui veut commencer. Non, je vais ouvrir la porte, comme ça Vas-y. on se mettra à table. Pour moi, c'est impossible de savoir comment tu peux évaluer tel joueur, même s'il y a des spécialistes autour de la table, a priori. Parce que en fait, ça dépend de tellement de facteurs. Tu peux limiter en te disant que s'il a été performant un minimum, même si ça sera moins fort, il aura une capacité. Et ensuite, après, c'est le système à l'intérieur de son équipe qui fera que. Mais c'est tellement rare de te dire, en fait, on a quand même tellement d'exemples de personnes qui étaient des stars à l'université et qui finalement n'ont pas du tout pu performer d'un point de vue fantasy. Je pense, dernier en date, on en parlait un peu entre nous, mais moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Marcus Mariota, par exemple, qui a une capacité de courir et de faire des passes qui aurait pu être une boucherie en fantasy pour n'importe qui dans le bon système et qui finalement n'a pas été capable de bien performer. Et t'en as plein d'autres aussi, hein. Je vais laisser parler les autres, mais pour moi c'est impossible. Le seul truc moi qui me fait qui me rassure, c'est la forme blessure du joueur avant d'arriver en NFL. On sait que la NFL c'est quand même un rouleau compresseur. Si le mec il est blessé avant, ça peut être une carrière très très courte. Et 2, sa capacité à produire des stats de manière assez régulière, même si c'est peu de statistiques. Voilà. Par contre, tous les mecs qui sont pas capables de taper des grosses universités, il faut même pas m'en parler. Voilà. Mais ça peut sortir. Ouais, alors t'as dit 2-3 trucs intéressants parce que tu viens de dire par exemple celui qui peut pas s'imposer dans son université ou jouer dans les grosses universités ou battre les grosses universités. Un des trucs qu'on peut regarder, c'est par exemple l'âge du mec au moment où il devient super fort. Forcément, plus il est jeune, plus ça veut dire qu'il passe devant, plus il est âgé. Il y a des mecs, je sais pas, je pense on parlera tout à l'heure des QB, mais il y en a un qui est particulièrement plus âgé que le reste. Ça veut dire qu'il a eu du mal à s'imposer.
contre des mecs de son âge, tu vois. Et donc, ça peut être un facteur. D'autres trucs, ça peut être des facteurs techniques, où il y a aussi la combine, ou les différents tests d'aptitude physique. Quelle importance vous donnez à tous ces trucs-là par rapport à ce que vous regardez les samedis quand vous regardez les matchs? Zéro, Aptine. Tu donnes zéro importance. Pour moi, on peut pas prévoir. Tu peux pas prévoir que déjà, il faut savoir avec quelle équipe il va finir. Ce que Aptine disait aussi tout à l'heure, c'est tu peux pas savoir avec quelle équipe il va finir, quel coaching. Il y a trop de paramètres. Il y a les blessures aussi qui rentrent en compte, etc. Donc, c'est compliqué. Moi, je serais un peu plus mitigé que Luc. Et même Antoine, je dirais juste qu'au final, tu as des personnes qui montrent quand même qui sont un peu NFL ready. On a quand même quelques certitudes sur 2 QB aujourd'hui, où tu dis, tu peux quand même les drafter assez haut. En tout cas, si on parle de dynastie, tu en as vraiment 2 où tu dis, OK, il y a peu de chance. En fait, là, on parle plus de chance, tu vois, d'essayer de mitiger le risque. C'est aussi ça la fantasy. Se dire que si j'ai Stroud et j'ai oublié le nom, mais c'est les 2 où on sait qu'ils peuvent fournir jour 1. Après, tous les autres, c'est des vrais points d'interrogation. Ou si tu connais vraiment et que tu l'aimes bien, tu peux te dire c'est un projet, comme on a vu, Mahomes c'était un projet, Josh Allen c'était un projet, et aujourd'hui c'est les meilleurs QB de la NFL. Donc je pense qu'il faut avoir beaucoup de chance et un peu le nez creux aussi. Pour ces gars-là, je parle plus des autres noms qui arrivent derrière, mais pour moi les 2 premiers, au moins en fantasy, tu peux t'imaginer dans certains types de ligues qui peuvent t'apporter des jours 1. Et sur certains joueurs, on parle aussi de Bijan. Je crois que j'ai vu un commentaire passer. Ouais. Tous ces gars-là, tu sais que si tu les draftes, ils te produisent dès la première année. Ça, c'est sûr. Là où tu as raison, par contre, tu vois, ce qui est hyper intéressant, c'est que Bijan, pour moi, il deviendra un top running back NFL parce qu'il n'a pas de paramètres de blessure, alors qu'il a un style de jeu qui est quand même plutôt agressif. Quand je fais le comparatif avec Saquon Barkley, qui on était sûr que c'était un top running back, mais qui avait un paramètre de blessure assez important au moment où il se fait drafter. C'est-à-dire qu'il avait déjà eu une grosse blessure, on n'était pas sûr finalement de comment il l'avait récupéré. Il fait une top année, il explose. Par contre, ensuite, après, derrière, c'est pas un joueur qui est injury prone, parce que sinon, on va couper le podcast tout de suite. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a démontré qu'en fait, il a quand même un corps assujetti rapidement à prendre des chocs et à être impacté par ça. Voilà. Et peut-être pour répondre à la question d'Uncle Joe, désolé Cleveland, moi Bijan, je le vois comme on parle de talent générationnel, c'est clairement talent générationnel. On a vu des mocks où il tombe à Dallas, je crois que c'est Marc qui avait tout dessus. C'est vrai, c'était au début. C'est mindfuck, là il tombe là-dedans, au premier tour il part dans une draft format. Tout dépend où il tombe. Ouais. 8e position a priori ce soir. Atlanta. Ça parle d'Atlanta, ça parle de Philly. Pour le Chicago aussi. Pour moi, il est obligé de performer. Ce qui est bien, c'est que on attend quand même que les front office, et je pense qu'on est pas mal à table aujourd'hui en train de se dire que le front office de nos équipes nous ont déjà fait mentir et que c'est pas des mecs intelligents. Mais si tu t'attends quand même à ce que ça draft sérieusement, etc., Bijan, où il tombe, il devient un monstre. Parce qu'ils vont le prendre pour l'utiliser. Surtout qu'il va certainement partir au premier tour, et du coup, une équipe qui le prendra au premier tour a besoin d'un running back. Ça sera pas genre n'importe quel débile qui va prendre un Bijan juste pour se faire plaisir. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, pour nous à Fantasy, tu préfères drafter Bijan à Dallas que Bijan à Atlanta. Oui, certainement, c'est possible, mais après, même à Dallas, par exemple, à Dallas, tu vois, ils ont Pollard. Alors après, est-ce que tu es frustré parce que du coup, ils l'utilisent dans un rôle à la Zeke? Moi, je vois des meilleurs landing spots. J'ai parlé des Chargers l'autre jour. Si jamais Eklers partait, je me disais, aux Chargers, ça pourrait être parfait. Aux Eagles, ça peut être idéal, même si sur la goal line, il y a Hurts qui prend pas mal de trucs. Les Bengals, s'ils se débarrassent de Mixon, voir les Vikings. Mais bon, les Vikings, je pense qu'ils ont déjà Mattison. Mais il y a pas mal d'équipes qui... Ouais, il y a pas mal d'équipes qui... Il est double menace. Après, il est double menace. Par contre, c'est aussi pour ça que... C'est pour ça aussi qu'il y a Jahmyr Gibbs, pour en parler d'un deuxième, qui peut être un talent pas générationnel, mais qui va surfer sur la hype d'un Travis Etienne Jr., en fait, finalement, qui a démontré une double utilisation assez forte en NFL. Et Jahmyr Gibbs, c'est un peu dans ce registre-là aussi. Donc, finalement, c'est pour ça qu'il est aussi haut avant la draft de ce soir. Et il est en train de bénéficier de ça. Et il y a quelques équipes qui essayent, pourquoi pas, de monter au premier tour pour, pourquoi pas, le récupérer, alors que finalement, il était attendu aux alentours de la 50e, 60e position. Il y a encore quelques choses. Ouais, on parlera plus en détail des différents profils tout à l'heure, mais rapidement, puisque tu parles de Gibbs,
Dernière question là-dessus, et ensuite on prendra la question de Gabriel sur le commentaire. Donc dernière question à propos de Gibbs. Un des trucs qui le met un petit peu en dessous, c'est qu'il pèse 199 pounds et qu'ils disent il y a peu de running back de moins de 200 qui c'est pas running arrivent back. à faire. Ouais, alors voilà, donc déjà c'est pas vraiment, il joue pas aussi physique que certains autres, mais du coup ça revient un peu au physique. Par exemple, je sais plus quel receveur disait, ouais, est-ce que l'année dernière c'était Wendell Robinson, est-ce qu'il fait 5 pieds 7, est-ce qu'il fait 5 pieds 9, une fois t'as une mesure, une fois t'as une autre mesure, ah ouais mais non mais l'angle de la taille de ses bras, de son envergure, etc. Encore une fois, est-ce que vous mettez de l'importance à ces trucs-là par rapport à ce que vous avez vu dans leur match? Moi oui. Alex, moi, je oui. mets plein de détails en compte. Non, mais moi, je te dis, je réponds juste, je mets plein de détails en compte. Après, c'est le sel même de la draft, hein, de toute façon. Mais il y a à la fois la production en université, de quel programme il sort, quel est son gabarit et quels sont ses résultats physiques. Quelque part, il faut tenir quand même compte du combine, quoi, quelque part. Quand quelqu'un court 4,32, il court 4,32, quoi. Après, et le système dans lequel il jouait en université. Et voilà. Ouais, et après ça sent le quarterback, un quarterback précisément pour France, mais dans ces sujets. Mais voilà. Non, mais c'est exactement ça. Non, mais alors juste pour terminer, moi je suis comme Aptine, le combine, ça vaut rien du tout. Parce que la réalité. Non, mais c'est vrai, les gars, la réalité, c'est que j'ai eu la chance de jouer avec des mecs qui ont été en NFL et qui t'expliquent qu'en fait, pendant 6 mois, ils se préparent à ces épreuves physiques. Donc en fait, c'est pas ça les aide forcément. Par contre, la réalité, c'est que en fait, les mecs. Mais Antoine, on ne te dit pas que c'est pas une fin en soi. On te dit juste que nous, en tant qu'observateurs, ça aide. Ouais, ça te conforte dans ton choix. Ouais, ça te conforte. Ça te rassure. Voilà, c'est comme quand tu as découvert sur ton compte bancaire, en fait. Tu fermes la page, ça te rassure. Il y a un truc dans la transition college. Déjà, on peut pas comparer tous les postes dans la transition college. Ouais, justement, c'était la question de Gabriel. Donc, parle un petit peu des postes et je te laisse finir. Voilà, en gros, on a eu plus de certitude sur les running backs étaient pris haut. On savait qu'ils allaient être day one ready à la NFL. Receveur, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tu es quand même dépendant de quelqu'un qui t'envoie le ballon. Tu es quand même dépendant d'un schéma de jeu, d'un cordeau offensif et de défense qui n'ont rien à voir entre le college. Et je sais très bien qu'il y a des grands défenseurs de l'université qui disent l'université c'est mieux que la NFL. En défense, pas tout le temps. Je suis désolé, parfois c'est portes ouvertes et les receveurs ils arrivent à faire des catchs, tu te demandes comment ils arrivent à les faire, et surtout les courses après les catchs qui sont parfois scandaleux parce que les mecs savent pas plaquer. Donc, et à un moment donné, tu arrives en NFL et là tout d'un coup, tu as un type, il te découpe. Et là, c'est plus la même histoire. Donc, ça dépend des postes. Et pour répondre à l'université, je trouve ça un peu réducteur de dire il faut avoir joué dans une grosse université. Je vous rappelle quand même que dans les années 2010, il n'y a eu que 3. Non, mais il n'y a eu que 2 quarterbacks d'Alabama draftés qui a joué en NFL dans les années 2010. Et Alabama, il me semble que c'est une grande université. Donc, en fait, c'est hyper compliqué, évidemment, d'anticiper. C'est plus facile d'un poste à un autre. Et sinon, après, c'est une grosse loterie, on est bien d'accord. Ah, et l'inverse est encore plus vrai. C'est-à-dire que tu crois beaucoup de force à un quarterback. Malik Willis l'année dernière, par exemple. Tim Tebow, un dieu en université. Il est très fort. Il est juste mal exploité. Voilà. C'est pas grave. Et c'était un dieu en université, lui. Voilà. Johnny Manziel. Moi, après, il y en a plein. Mais... Plein. Ouais, c'est vrai. Mais je parlais dans l'autre sens, moi. Genre. Non, mais ça vaut justement, c'est le sel même de la draft, c'est que ça vaut dans tous les sens. Alors, regarde Josh Rosen, regarde, je sais pas moi, ou Trubisky, ou je sais pas quoi. Ils sont pris très haut, il y a des espoirs ou quoi que ce soit. Derrière, il y a des déceptions, et inversement, Antonio Brown, à quel stade il est pris 5e tour. Voilà, exactement. Eric Davante Adams, nous, Aaron Jones, par exemple, à quel niveau il a été pris En plus, il avait été pris la même année que Jamal Williams, mais genre 2 rounds après. C'est ça.
J'ai revu ça cette semaine en me tapant les 10 dernières années de ranking rookie. On parlait d'une analyse même en complétant, c'est aussi de comparer à la rigueur les drafts. C'est de dire, bon, voilà, cette année, par exemple, on a Bryce Young et CJ Stroud, Anthony Richardson ou Levis. Où est-ce qu'on les met par rapport à la classe Herbert Bureau et où est-ce qu'on les met par rapport à la classe Trevor Lawrence? Attends, je n'ai pas dit. Voilà, bien sûr. Mais classe Trevor Lawrence, on parlait de QB où tu sais que moi, Trevor Lawrence, j'étais persuadé. Et Zach Wilson, je pensais aussi. Zach Wilson, c'est techniquement, en université, Zach Wilson présentait des choses, il faisait des choses quand même assez dingues pour son niveau. C'est culotté. Moi, je trouve. Oui, vas-y. Oui, Antoine, bien sûr. BYU, il était énorme. Je mettais Trevor Lawrence dessus, mais BYU, il faisait des trucs, des passes en déplacement. Enfin, bon. Une année. Alors, ça aussi, c'est aussi un truc où il faut tenir compte aussi. C'est que le problème en université, c'est que comme il y a une grosse rotation par rapport aux différentes années, il y a des joueurs, malheureusement, par rapport au staff, par rapport aux différents joueurs qui sont déjà en place et l'attendant qu'ils soient draftés, du coup, ils se retrouvent à faire qu'une année de prod. Certains. Parce qu'ils étaient. Et ça risque de devenir encore plus le bordel avec les transferts de plus en plus fréquents. Ok, je pense qu'on pourrait parler de ça pendant très longtemps, mais on va essayer d'enchaîner. On parlera tout à l'heure des différents profils, donc je suis sûr qu'on va revenir sur justement les QB, les running backs, les receveurs, et essayer de les comparer aux drafts précédentes, au profil des années précédentes. La dernière question avant qu'on move on, je vois que la draft 23, alors l'année dernière, en 22, on me disait... Attendez, essayez d'échanger vos pics contre des pics 23. Vous allez voir, la classe 23, elle va tuer. En 23, on me dit, dégagez-moi tous vos pics 23 si c'est pas les 2 ou 3 premiers. Si vous en dynastie, encore, on est une émission fantasy, les gars. En dynastie, on me dit, ouais, si t'as pas un top 3 pics, dégage-moi ce pic, prends un joueur ou des pics 24 parce qu'en 24, t'as des monstres qui sont en train d'arriver. Est-ce que c'est pas toujours l'herbe plus verte ailleurs avec la classe d'après qui vient? Est-ce que c'est juste récent ça ou est-ce que ça fait plusieurs fois que ça arrive? Tous les ans, c'est pareil. C'est ce que Franz disait tout à l'heure en off. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans. Et les quarterbacks, en prenant les quarterbacks, parce que quelque part, c'est le poste phare et le plus montré à la télé. Tous les ans, on dit c'est une bonne classe, ou alors on dit c'est une classe de merde, comme l'année dernière, on avait dit que c'était une classe de merde. Kenny Pickett à la rigueur, premier tour. Et Malik Willis, waouh, extraordinaire. Tout, finalement, il a son. Bon. Et on dit, l'année prochaine, ça va être mieux. L'année dernière, je suis désolé, on disait ça. Bryce Young, CJ Stroud, waouh. Alors, Bryce Young était tout juste Iceman. Donc, forcément, grosse hype. Vous allez voir, c'est fantastique. Puis, tu as une saison. Puis, souvent, quand même, qu'il y a. Et dans cette saison à jouer, il se passe plein de choses. Déjà, parfois, il peut y avoir des transferts, comme tu disais, Marc. Parfois, il peut y avoir des blessures. Parfois, ça peut sombrer parce que, bizarrement, la O-line, elle a été draftée. Il faut changer la O-line. D'un coup, c'est plus la même chose. Évidemment, on n'a plus le même left tackle, on n'a plus la même O-line, et là, il faut s'adapter. Les coachs, ils doivent complètement s'adapter, il faut refaire les cahiers de jeu. En université, tous les ans, ça change. En NFL, on peut faire de la continuité, mais en université, tous les ans, ça change. Donc, le quarterback, en dernière année, il peut se passer plein de choses. Donc, c'est un peu tous les ans la même histoire de dire... L'année prochaine, ça va être une cuvée, les gars, aux petits oignons. J'attends de voir, moi, quand même. Oh, c'est sûr. Le parfait exemple, c'est Spencer Rattler, qui était à Oklahoma, qui était transféré. Quand on voyait absolument drafter premier pick, etc. Et puis pour finir, la saison suivante, il s'est fait mettre sur le banc. Déjà en université, tu vois. Donc, déjà d'une année sur l'autre, c'est difficile, même quand tu es en université, de savoir quand ça va être d'une année sur l'autre. Il peut y avoir des busts déjà. La NFL. Ok, on va passer au deuxième sujet, mais juste avant, une vraie breaking news cette fois, potentiellement significative. Selon Jay Glazer de Fox, Lamar Jackson serait sur le point de re-signer avec les Ravens. Pas de trade potentiel pendant la draft. Mais bon, encore une fois, les derniers bruits 2 heures avant la draft, faut toujours s'en méfier. Du coup, Marc, j'ai une question sur ce sujet. Si du coup Lamar Jackson rempile,
ça donne quoi de ton ranking d'OBJ en fantasy, bien sûr, en une émission fantasy. Pour Beckham. Ouais. Disons que dans le style de jeu des Ravens des dernières années, il n'y a jamais eu vraiment un gros receveur. Il y a Marquise Brown qui, une année, a fait des bonnes perfs. Je crois que c'était il y a 2 ans, mais malgré même des drops. Donc, si Beckham peut avoir un rôle similaire à celui-là et être meilleur, ce qui reste à prouver, parce que Beckham, il a quoi, 32 ans maintenant, il revient de blessure significative d'une année off. Ça peut être intéressant. Pour moi, c'est plus des wildcards un peu plus tard dans ta draft, quand tu as déjà au moins 4 ou 5 receveurs, je dirais. Et il y a des chances que, à cause du fait qu'il s'appelle Odell Beckham et qu'il est quand même très populaire, il y a des chances que je l'ai nulle part dans mes ligues, personnellement. Moi, je pense qu'on peut dire que Des Bryant était le meilleur receveur des Ravens sur les dernières années. Oh, le farceur. Pas forcément, il était sur le papier. Allez, sur ce, les gars, on va revenir dans quelques minutes pour parler des prospects, comme promis. Mais avant ça, Lucho nous a préparé avec Nico quelques questions. Nico, ouais. Donc, vas-y, Lucho, je te laisse le Il nous a mic. préparé une petite chanson. Je vais vous chanter. Je vais faire The Julien floor is Lepers. yours. Donc, des petites questions, hot topics. Donc, normalement, c'est assez rapide. Hein. On a essayé de faire ça à peu près par poste. Donc, il y aura chaque poste. Il y aura 2-3 questions par poste. À vous de répondre, à vous de vous battre pour répondre à ça. Et j'attends beaucoup de vous surtout. Hein, Antoine? Toujours. Il T'es est prêt? prêt. C'est bon? Je suis prêt. Alors, au niveau des QB, Russell Wilson, il est projeté à environ à la 20e position. Malgré les retours de Williams en RB avec la signature de Perrine, plus le corps de receveur qu'il a hein, avec Jeudy, Sutton et Patrick, plus le tight end. D'après vous, est-ce qu'il sera over ou under? Tu parles pas du coach qui a rejoint Denver, qui est peut-être Plus Payton, c'est vrai. la plus importante. Plus le Walter coaching de Payton. Payton, c'est vrai. Sean Payton. Walter Payton, c'était une autre. Sean Sean Payton. Payton. Donc vous le voyez situé où à peu près? Au-dessus des 20 ou en dessous? Over. Ah, au-dessus. Au-dessus, dans le sens mieux que 20? Mieux que 20. Mieux que 20. Mieux que 20, ouais. Mieux que 20. Ouais, parce Moi qu'au aussi. over, normalement, c'est pas ça. Moi, je suis OK. Mieux Ouais. que 20 aussi. Mieux que 20 aussi, ouais. Ah, 19. ok, pardon. Donc tout le monde le voit, vous le situez où à peu près? Top 10. Top 10? Bah, quel cracker. Mais quel Moi, je vais, cracker. Moi, je vais faire mettrais comme Aptine. 15. Top 17, mais 17, hein. Mais 17e. Ouais, moi, je le vois, ouais. Je dirais 15-20, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux que 15-20 selon ce qui se passe en off-season et qui a l'air de prendre les postes de titulaire, etc. J'ai pas entendu. Alex Franz, vous avez dit quoi? Vas-y, Alex. Vas-y, Franz. J'ai dit que mieux que 20 et je dis mieux que toi, mon cher Antoine. Et je pense, top 15. OK. Ouais, c'est ça, 15 aussi, dans ces eaux-là, quoi. Bah, du coup, moi, j'ai une Il a- question. il a- il a Antoine, pas- pourquoi 10? Parce qu'il a eu une année d'adaptation et que maintenant ça a déroulé. Bah, tu penses pas qu'il est juste rincé? Non, il n'est pas rincé. Il n'est pas rincé. Nouveau système, ça va fitter. Moi, je te dis, il va s'appuyer beaucoup plus sur le jeu de course qu'il s'est appuyé l'année dernière. Ça va top 10. OK. Ok. Et excuse-moi, Lucho, du coup, mais follow-up, s'il finit top 10, quel receveur en profite le plus? Oh, Je dis. Ça fait 4 ans que je dis la même chose, mais c'est pas Ah, bon, faut que ça passe, quoi. Jerry Judy. Allez, vas-y, Lucho. Enchaîne. Après, la deuxième question était par rapport à Lamar, avant qu'on ait l'information là qu'on vient d'avoir. Mais Lamar, est-ce qu'il sera tradé ou pas tradé? Bon, là, en l'occurrence, ça sera pas. Non. Vous attendez quoi de sa saison exactement? Pardon? Vous attendez quoi de sa saison? À quel niveau vous le voyez? Top 4. Fantasy. Alors là où je rejoins Marc, c'est qu'en réalité, c'est un joueur dont tu attends un top 5 fantasy. Parce que c'est un joueur qui est capable de lancer à la fois et courir. J'attends quand même la draft pour savoir qui ils vont recruter en receveur, parce qu'il va lui falloir quand même quelques armes. Et Marc Andrews, qui reste top 4 tight end,
et il va rester top 4 tight end, quel que soit le tight end qui va être drafté cette année, ça va va être un peu léger. Donc, mais tu attends top 5 pour Lamar Jackson. Comment est-ce que d'autres, J'ai lu que le nouveau coach ou coordinateur offensif, je ne sais plus lequel des deux, qui était de Georgia, était un adepte des deux Titans et que du coup on verrait beaucoup de Andrews et Isaiah Likely. Ça peut être intéressant, ça. Oui, mais en plus, Isaiah Likely, c'est pas un vrai tight end en plus. Hein. C'est un tight end qui est quand même très volatile. C'est un receveur. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'en fantasy, Likely, c'était top. Sauf qu'il était aux Ravens. Et aux Ravens, vu la situation du quarterback, c'était plus que complexe. On ne peut pas avoir deux tight ends performants receveurs avec un quarterback moyen. Ça, c'est ou Andrews ou Likely en fonction d'eux, mais pas les deux en même temps. C'était pas possible. Fais gaffe, Alex t'a dit QB moyen et Lamar Jackson dans la même phrase, tu vas nous attirer des problèmes. Ah non, pas au top de sa forme. On va pas me dire que. Non, je suis d'accord avec toi. Je dis juste la fanbase des Ravens est toujours très, très vocale quand on fait ce genre de dire. Est-ce que Lamar Jackson est meilleur que Justin Fields ou pas? Ça, c'est la question. Mais après. Ouais, pour le coup, Lamar Jackson, on l'a défendu. Il n'y a pas de sujet. Il y en a d'autres qui sont plus virulents sur Lamar Jackson que nous. Bien sûr. Ah. C'est vrai. Ok, Lucho, continue. Question suivante. On va prendre la direction de l'Atlanta et des Falcons. D'après vous, Heineke ou Ryder? Ryder. Heineke. Moi, je pense il démarre avec Reader, mais je suis pas sûr qu'il finit la saison. Vas-y, Franck. Non. Moi, j'ai donné la même réponse que Marc, en tout cas. C'est que de toute façon, à l'heure actuelle, c'est obligé que ce soit Reader. Après, maintenant, pour combien de matchs, je ne sais pas. C'est Gabriel qui a écrit, on n'a rien à dire. Moi, j'aime Reader. On passe au poste suivant, alors? Yes, vas-y. Alors, au niveau des running backs, Damien Harris, RB1 ou RB2 aux Bills? Ça veut rien dire parce que c'est les Bills. Donc RB1, si tu considères que le mec qui start sur le premier snap, ça sera lui. Mais en termes de volume et de fantasy, je vois plutôt James Cook. Toujours. Ou en tout cas James Cook moins touchdown dépendant. Harris, ça sera beaucoup s'il arrive à refaire ce qu'il a fait il y a 2 ans. Ouais, s'il peut refaire ce qu'il a fait il y a 2 ans, il sera fort, mais il est très touchdown dépendant. Ouais, mais je pense que la question, c'est justement qui va finir avec le plus de points fantasy. Et là, pour moi, c'est vraiment. Ça sera un truc kiff-kiff, quoi. Non. Si tu regardes juste le total de points à la fin de l'année, pour alors, moi, c'est pas très long. Si tu reformules la question, lequel des deux tu préférerais avoir dans ton équipe week in and week out? Josh Allen. Non. Josh Allen a annoncé cette intersaison qu'il voulait protéger son corps et que du coup ils allaient orienter beaucoup plus le jeu à la course. Oui. Source Antoine. Il va se retrouver sur le terrain. Antoine, avant qu'il t'envoie une demande de trade. Me croyez pas, c'est pas grave. C'est tout. Est-ce qu'on en a marre de se faire fesser? Oui, peut-être. Moi, je pense quand même que les Bills peuvent toujours drafter un running back cette saison. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, sauf que j'étais muté. J'allais dire justement, est-ce que les Bills vont pas drafter un running back plus tard? C'est possible aussi. Ils peuvent. Hein. Ouais, ils ont quand même des gros trous en défense. Hein. Mais bon. Oui, pour moi, c'est. Ah ouais, mais bon. Attendez. Running back, c'est pas au premier tour. Hein. Oui, on parle en running back. Il y a une profondeur de running back. Ouais, mais ils ont Heinz. Ils ont Heinz aussi, qui fait retourne et qui fait return et qui peut. C'est vrai qu'ils ont déjà 3 RB. Ouais. Ils seront ravis de pouvoir trader un running back s'ils en ont trop. Moi, j'ai une petite question. Du coup, imaginons que personne prend Bijan jusqu'aux Bills. Vous êtes le GM des Bills. Est-ce que vous prenez Bijan? Ouais. Non. Mais je suis pas objectif. Un partout. Next. Non, mais tu es obligé de dire oui. Non, parce que tu t'appelles les Bills. Parce que tu t'appelles les Bills. Alors, non, mais
C'est pas le but de la question. Le but de la question, c'est. Oui, est-ce qu'il moi, faut moi je te les dis, Bills, ils quoi. le prennent pas. Ils le prennent pas. De toute façon, ils ne le prennent pas parce qu'il sera pris avant de toute façon. Donc, mais évidemment qu'ils vont pas le prendre. Nique pas ma question, toi. Fouille. Les frères, on se calme. Non, mais par exemple, sans déconner, Aptin, t'as réagi comment quand vous avez pris Najee Harris il y a 2 ans? C'est un peu la même situation. Fin de premier tour, super running back, mais tout le monde a pété un câble parce que c'était trop tôt, parce que c'était premier tour, running back, nanana. Comment t'as réagi quand vous avez pris Najee Harris? Mal, parce que moi je suis anti-running back premier tour, on avait d'autres besoins qui étaient peut-être un peu plus criants. Après, tu sais, tout à l'heure on a mentionné, tu sais, les running backs un peu intergénérationnels, je pense que c'en était un. Et qu'on avait pris un peu aussi une direction, et c'est-à-dire ça a pris une direction qui était plus de Big Ben avait 1 ou 2 ans, ils se sont dit on va repasser défense, jeu à la course, années 90, et il y avait du sens de faire ça avec l'équipe. Moi je l'aurais pas fait, je pense qu'il y avait d'autres besoins, mais aujourd'hui on arrive avec, enfin tu vois, 2 ans après, on n'a toujours pas eu de saison négative, et bizarrement on a des skill players à tous les niveaux, tu vois. Ils sont pas top, mais c'est des bons skill players à tous les niveaux, et c'est pour ça que je trouve qu'au final il y a du sens. Ben Donc, voilà, moi, je n'étais pas chaud, mais là, je me dis, c'était pas un mauvais choix non plus. Donc les Bills pourraient faire pareil. C'est ça mon Les point. Bills pourraient faire pareil. J'ai le chaud. Question suivante. Mixon. On prend ou on prend pas? En fantasy, En fantasy, oui. bah, s'il joue aux Bengals, tu le prends, mais à mon avis, il sera plus là. T'es sûr? Non, je suis pas sûr, mais je pense qu'il sera plus là. Pareil avec Camara. On disait pareil avec Camara. Camara, il a toujours été là. Non. Je veux dire, je pense il aura pas de problème de justice, mais il sera cut par les Bengals. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas une bagarre qu'il a eu, Joe Mixon. Ouais. Non, je suis pas inquiet de suspension ni rien. Camara, par contre, je suis inquiet pour une suspension cette année, mais Mixon, je pense qu'il sera peut-être cut par les Bengals. Surtout s'ils ont l'opportunité de drafter un running back ce soir, ou demain. Et parce que ses performances baissent un petit peu et ils peuvent économiser 10 millions en le coupant. Donc, je pense vu qu'ils vont devoir payer Bureau, c'est quelque chose qu'ils devraient faire. Ok. Question suivante. En RB2, qui est-ce que vous préférez entre Perrine aux Broncos, Singletary à Houston, Williams aux Saints ou Montgomery aux Lions? Oh, il y a un intrus là-dedans, là. Allez, je vais répondre sérieusement. Williams aux Saints. Voilà. Je pense que ça Singletary, son... Houston. Éclate, Antoine. Qui a Singletary en dynastie qu'on envoie des offres un peu? Ok, question suivante. Montgomery au Lions. Ah, peut-être expliquer pourquoi. Je crois qu'on avait déjà fait, mais c'est juste la suspension de Camara qui fait que Jamal Williams est un RB1. Déjà, il n'y a pas grand monde, je pense, qui donnait Jamal Williams vainqueur l'année dernière du duel de RB aux Lions. Et je pense qu'il tombe dans une équipe qui va beaucoup courir. Et je pense qu'il a encore 2-3 bonnes années à donner au max. Et pour moi, Camara, je ne le vois pas faire une saison entière, que ce soit blessure ou suspension. Et pour moi, ça va faire un RB en puissance. Et tous les autres noms que tu m'as donnés, pour moi, c'est vraiment du RB2 et low RB2. Quoi. Montgomery aussi? Ouais. RB2, peut-être pas low, mais enfin, pour moi, il n'est même pas dans la même galaxie. Il ne peut pas être dans la même phrase que Jamal Williams au sein de cette année. D'accord. Ok. Au niveau des receveurs, d'après vous, qui va être le meilleur receveur des Jaguars? Alors déjà, est-ce que tu peux donner le depth chart des Jaguars? T'as Kirk, Ridley, Engram. Je sais pas s'il compte dans la question. Non, Ouais. il vient de... Ridley. Alors, il y a Ridley, Jones, Kirk. Donc, Non, Ridley. Ouais. Je suis à fond Calvin Ridley. Il y a Zay Jones, mais je suis à fond Calvin Ridley pour cette saison. Je pense que C'est un beau corps de receveur, hein, au final. Ah, mais c'est super. Ils ont été patients et ils vont peut-être en prendre un autre fin de Attends, mais il y a Marvin Jones encore là-bas ou pas? Il y a pardon? Non. Marvin Jones, il est parti. D'accord, ok. Ouais, donc plus 5 grammes, quoi. Ils sont déjà 4, quoi. Putain. Non, mais c'est une équipe, solide. Hein. À partir du moment où ils vont prendre un left tackle, parce qu'ils vont prendre un left tackle à cette draft, c'est obligé.
ça va être solide, Jacksonville. Et Calvin Si Ridley. Bijan, il tombe chez eux. Non, je rigole. En termes de talent, il n'y a pas de discussion. C'est Ridley, c'est leur numéro 1. Maintenant, après, vu la saison de Kirk l'année dernière, en WR2, on se dit Kirk, ça tient la route, quoi. Ça peut être Il a une année de Trevor Lawrence dans les pattes avec lui, du coup. Donc, Ouais, puis il a une année pour justifier son contrat aussi. Hein. Lamar Jackson a prolongé, officiel. officiel. Mais par contre, aussi, attends juste un truc, Lucho, parce que là, je trouve ça assez intéressant. Après, je pense que c'est bien de souligner qu'aucun de ces WR est un WR1 en fantasy. Là, en fait, je pense qu'il y a tellement de bons receveurs, parce que Zay Jones, il a fait aussi une super année. Deuxième partie de saison d'Ingram a été incroyable. Et en fait, je me dis quand même que tu peux pas. Enfin, c'est quand même difficile de starter tous ces mecs-là en fantasy, tu vois. Donc, je pense qu'ils vont tous avoir beaucoup de yards à la réception et que ça peut être un match Zay Jones qui va te mettre 2 TD. Donc je m'attends pas. Enfin, si on parle encore de total points fantasy à la fin de la saison, je pense que ce sera Ridley qui va arriver. Mais quand il dit, moi, je peux vous faire encore des 1400 yards à la saison, ça fait 2 ans que t'as pas joué. Et là, tu tombes dans une équipe qui a pas un Joe Jones en WR1. Donc je pense aussi qu'il faut un peu. C'est un très bon point, Aptin, et j'irais presque plus loin. Merci, C'est-à-dire que c'est le genre de joueur, Calvin Ridley par exemple, qui pourrait être votre WR2 au début de la saison et qui pourrait finir WR1 milieu de saison, parce que en fait, le gars, c'est le gars sûr que vous mettez toutes les semaines. Ouais, je te rejoins. Dès que tu me rejoins, je te rejoins. C'est comme ça. c'est ce que je voulais dire quand j'ai dit Chris Kirk, en fait, WR2. C'est-à-dire que pour moi, Ridley est un WR1, en fait. En fantasy, je crois. Ouais. Mais aux Jaguars, pas overall. Ah non, ouais. J'avais la même question pour les Panthers. Salut. Tu peux, tu peux Alors, redonner il y a la depth des... Il y a On Thielen, sait qu'il y a Terrace Marshall. Marshall. Tu peux m'en occuper si vous voulez de ça. Ouais, non. Terrence Marshall, Shai Smith, Adam Thielen, et DJ Chark. et DJ Shark et Laviska Shenault. Moi, je pense de ces 5-là, je dirais Chark. Ouais, je vais donner la réponse que Franzi va donner. Non. Alors, on va nous d'abord, alors, parce que Franck en dernier. Ouais. Moi, je prends Thielen de sûr, en régulier. Pour m'apporter des points, c'est Thielen, à l'heure actuelle. Attends, Je donc vais on te le propose- trade. Non, moi, Sharks, je suis Marc. C'est des équipes qui m'intéressent pas trop, ça. C'est Ouais, c'est normal, c'est un animal agressif, pas un animal de zoo. Mais... Il a cherché, je le voyais réfléchir. Adam Thielen, prenez-le en flex à la rigueur, en remplaçant de flex, parce qu'il va certainement jouer dans le slot, il va avoir beaucoup de réceptions au début de saison. Évidemment, notre quarterback rookie va beaucoup se reposer sur lui, certainement. Et moi, je continue à croire en Terrace Marshall, Pour moi, c'est un joueur qui a un potentiel. J'ai dit à Alexandre quand on l'a drafté, j'ai dit c'est le nouveau Dez Bryant. Je continue à dire que c'est le nouveau Dez Bryant. Et malheureusement, on a eu un coach absolument pourri qui a détruit son début de carrière, comme il a un peu détruit le début de carrière de beaucoup de monde. Et il a détruit beaucoup de jours de vie, de ma vie. Mais Terrace Marshall, j'y crois encore. Prends du recul, France. Prends du recul. La Royale va gagner encore plus. Prends pas du recul. Ce que tu disais tout à l'heure sur. Je pense que ça revient un peu ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je mettrais Thielen pour la première partie de saison et Terrace Marshall en deuxième partie de saison. Et Thielen, ça vaut un second tour 2024 en dynastie. Pas bon. T'as d'autres questions, Lucho, ou c'était la dernière? Non, WR, j'avais aussi une question. Alors ça, c'est un peu plus personnel, mais d'après vous, vous prenez Deebo Samuel ou Ayuk chez les Niners? Oh ouais. Oh ouais, c'est dur ça. Pose même pas la question, c'est Deebo Samuel tous les jours. Deebo Samuel, 35e PPR l'an dernier, et Ayuk 15e. Ouais, mais... Non, mais oui, non, mais enfin, tu peux... Antoine, attention, il y a Christian McCaffrey qui est là depuis. Voilà, mais puis,
Dibo Samuel, il a été blessé l'année dernière. Ouais. Donc, il y a des matchs. Ouais, oui, il a loupé quasiment la moitié. La moitié. Bon, donc, version Antoine, ça veut dire qu'il a manqué 5 matchs. 7 Il est hors Marseillais, taxe. Antoine. Il est Marseillais, mais non, Dibo alors, Dibo. Peut-être aussi, faut pas oublier que Ayuk, c'est quand même un très très gros gab et je pense qu'il prenait beaucoup de réceptions de Kittle. Kittle a beaucoup été blessé l'année dernière. Donc là, si on part du principe que Kittle n'est pas trop blessé, Deebo Samuel va reprendre sa couronne, on va dire ça comme ça. Tu vois. Voilà. Mais après, ça dépend vraiment. Kittle, ça fait quand même 2 saisons, c'est un peu compliqué. Et Ayuk, dans Interzone, c'est lui qu'on va chercher, tu vois. Et McCaffrey, depuis qu'il est arrivé, et même si Deebo Samuel était sur le terrain, on le voyait de moins en moins. Donc je pense que c'est un peu une suite de facteurs qui fait que. Mais quel quarterback, messieurs? Quel Ouais, quarterback exactement. va lancer? C'est la question. Hein. Ah oui. Donc, ça va dépendre de ça aussi. Pardon. Oui. Ah, Ça va dépendre de breaking ça, news, ils ont signé Colin Kaepernick. Non, je pense que ça sera Sam Darnold en starter. Au début de saison, ouais. Trey Lance va être trade au début soir. des camps. Ouais, début des camps ou ce soir, soir. Ce soir. Ouais. Et Brock Purdy récupérera son. Ouais, ce qui est dommage, c'est pour tous les mecs qui ont investi énormément sur Trey Lance. On comprend. La marque. Voilà. Non, mais c'est vrai que la gestion de Trey Lance, c'est quand même assez incompréhensible pour un mec qui a été drafté 3e overall. Mais par contre, force est de constater que soit c'est un concours de pas de chance, soit San Francisco, c'est vraiment une usine qui a 0 cœur. Mais l'autre chose, c'est ton équipe. Tu dis quoi, toi? Tu réponds quoi à ta propre question, quand même? J'aime beaucoup Ayuk parce que je trouve que il est souvent plus haut dans les résultats que ce qui est attendu de lui en début de saison. Là, tu vois, il finit 15e l'an dernier. Alors, certes, il y a eu les blessures de Deebo, de Kittle, etc. Mais c'est quand même un gars qui est relativement sûr et c'est un gars qu'on peut quand même avoir assez stable et qui marque quand même un certain nombre de points tous les ans. Et c'est intéressant. Deebo, le problème, c'est ses blessures. On sait très bien qu'il est souvent blessé. Il joue dans un rôle hybride où il est receveur et running back en même temps. Il a beaucoup de blessures, donc c'est ça qui est embêtant. Et c'est pour ça que moi, dans un sens, je préfère Ayuk parce que tu es quasiment sûr qu'il marque des points. Mais après, c'est vrai que si on parle de talent pur, Deebo est au-dessus. Ok. Marc, C'était- l'émission va durer combien d'heures aujourd'hui là J'ai dit à Lucho, t'as maximum 10 minutes, ça fait 25 minutes qu'il est là. Donc, c'était dernière question? Il y avait les tight ends après, mais je ne sais pas si tu veux parler de Non, je pense que c'est bon, on va passer au rookie parce que c'est quand même ce qui est important. Excuse-moi, Lucho. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Donc, les profils majeurs, on revient au rookie de cette nuit. Les profils majeurs à suivre, qu'on apprenne à les connaître un petit peu mieux avant la draft. Et on va commencer avec les QB. Il y a 5 noms qui sont là, mais on n'est pas obligé de parler des 5 ou on peut parler d'un autre s'il y en a un qui est important. Je crois que c'était Franz à qui j'avais donné l'honneur d'analyser les QB, puisque vous allez certainement en prendre un dans quelques heures. Je vais essayer d'aller vite. Je vais parler d'un peu de chacun, puis je vais dire un peu ce qui irait bien pour moi, pour les Panthers quand même, parce que ça reste. On est on the clock, comme on dit. Premièrement, moi j'aurais aimé trade avec Houston. Je l'ai toujours dit. Au moment où on a récupéré le premier pick, j'ai dit qu'on allait trade avec Houston. Malheureusement, il y a eu des mouvements depuis. Donc je pense qu'on va quand même garder notre pick numéro 1. Et pour moi, on devrait partir avec Bryce Young. Je sais qu'il y en a plein qui disent CJ Stroud. Je vais essayer de comparer les deux du coup parce que c'est a priori les deux premiers. Ouais, il est intelligent et c'est ce qui est le plus chez lui finalement. C'est pas tant sa qualité de QB, même si je trouve que de par son intelligence, le mec a appris à jouer avec son physique, son petit physique, qui est un point négatif. Il a un petit physique, mais il a appris à jouer avec et on le voit tout de suite dans sa gestion de la poche. Il est incroyable dans la poche et il est patient, mais toujours en mouvement quand il est patient. Et c'est ce que j'adore chez lui. Alors, on dit souvent, ouais, mais il faut trouver une équipe avec le bon système pour Bryce Young.
c'est un mec qui a joué toujours en spread ou en RPO, et donc du coup, c'est pas le bon. Enfin, les Panthers, c'est pas la bonne destination. Bah, je suis pas d'accord, parce que c'est quoi le système des Panthers? En réalité, on n'a pas de système, puisqu'on a changé tout le coaching staff. Donc, on n'a aucune idée du système des Panthers. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a Frank Reich en head coach et qu'on a Thomas Brown en coordinateur offensif. Frank Reich, c'est quoi? West Offense. Ça a toujours été West Coast Offense. Et moi, je suis désolé, mais mes spread et RPO, c'est très compatible avec la West Coast Offense, puisqu'en fait, on étire horizontalement et pas verticalement. Et ben, Bryce Young, ses qualités, c'est quoi? Une très grosse précision à courte passe et passe intermédiaire, et en même temps, une capacité de lecture pré-snap et après le snap qui sont fantastiques. Il va pouvoir courir autour, scrambler de manière intelligente, n'est-ce pas, Baker Mayfield? Pas de manière j'ai peur, j'ai mal aux fesses. Il court de manière intelligente et il se débarrasse du ballon de manière très intelligente, courte, quand il a besoin de le faire. Oui, sa faiblesse, c'est les passes longues. Je pense qu'il peut l'apprendre. Il a sa petite taille, il a un petit peu de mal avec ça, mais il peut l'apprendre. Et puis notre free agency, on a quand même privilégié ça avec une free agency avec Eden Hurst, Adam Thielen et Miles Sanders, qui irait parfaitement avec une West Coast offense. Donc Bryce Young est parfait dans ce truc-là. J'ai essayé pour m'amuser, même si j'aime pas trop les comparaisons, c'est dur à faire, mais son plafond, c'est Aaron Rodgers. Rien que ça. J'assume. Ça. Son plafond, c'est Aaron Rodgers. Quand je dis très bonne capacité à utiliser son corps et son mouvement, sortir de la poche quand il faut pour faire les bonnes passes courtes et pour avoir le first down, eh ben, c'est Aaron Rodgers. Par contre, son floor, et là j'assume, c'est PJ Walker. Son floor, c'est PJ Walker, c'est-à-dire un mec qui est petit, qui peut être capable de faire des très bonnes passes, qui peut être capable d'utiliser ses jambes, qui peut être capable d'être très intelligent, mais qui sera un backup QB. Et malheureusement, ce ne serait pas le premier pick de la draft à finir backup QB parce qu'il n'a pas les capacités titulaires. Donc ça fait un gros floor et ceiling, je veux bien le dire. Mais c'est ce que j'en pense. Quelqu'un veut réagir par rapport à Bryce Young? Une question. Non, le vrai point d'interrogation, c'est physique, c'est tout. Putain, moi, je lève la main. Excuse-moi. Moi, tu veux qui pour les Panthers? C'est une question que je vais poser à tout le monde en plus. Bryce Young. Il vient de le dire, Je viens J'avais pas d'expliquer entendu. 15 minutes, 15 minutes de synthèse. J'avais pas entendu. J'étais pas sûr. Tu peux répéter ton analyse, Franck, s'il te plaît? RPO, d'accord. Arrêtez, en plus, il y a Valentin dans le chat, je vais me faire défoncer, moi, mais c'est pas grave. Ah ouais, il y a Val, j'ai même pas vu. Je vais me faire défoncer. Je prends le risque. Oui, donc j'ai dit Bryce Young. Pour tout plein de raisons. J'ai une question pour toi, Franz. Si le plafond de Young, c'est Aaron Rodgers, moi, comme je dis que CJ Stroud a un plafond plus haut que Young, alors il compare à qui CJ Stroud, quoi, parce que, alors, d'accord, si tu me tends la perche au CJ Stroud, je peux te dire, tu sais très bien, Alex, parce que pour ceux qui ne savent pas, Alex, c'est mon frère, je préfère les quarterbacks techniques. J'ai toujours dit que je préférais la technique, j'aime pas les petits, j'aime pas Kyler Murray. J'ai un peu du mal. Et pourtant, je préfère Bryce Young, c'est quand même dingue. CJ Stroud, c'est le plus beau à voir. Il a une technique de ouf. Antoine, tu continues à rigoler, je vais te défoncer. C'est pas clair. Il a une technique qui est magnifique. C'est évident. Il est capable de lancer dans des fenêtres qui sont absolument incroyables. Et franchement, si on prenait que ça serait CJ Stroud tous les jours. Moi, je le trouve un peu con. Je le cache pas, je le trouve un peu con. Et puis, je ressens pas l'aspect de leader. Et je trouve que sa gestion de la poche, elle est pas très bonne. Et c'est plutôt un quarterback vertical. Et de ce que je pense va arriver, on va avoir plutôt à étirement horizontal. Et sa grande force, qui est quand même des passes longues, très précises, c'est toutes les faire, c'est clair. Et ben, pour moi, c'est un plus haut risque de prendre CJ Stroud que Bryce Young. Attention, comme beaucoup le disent, c'est 1A, 1B. Si on prend Stroud, je serais ravi. Mais je préfère Bryce Young. Non, mais vous aurez Richardson de toute façon.
Voilà, donc ça répond à ta question, Alex. Et donc, moi, le plafond, alors tout le monde le dit. Au début, j'avais dit que le plafond de CJ Stroud, c'était Daniel Jones. Peut-être que c'est Joe Burrow. MVP alors. Peut-être que c'est Joe Burrow, CJ Stroud en plafond, j'en sais rien. Au début, moi, je trouvais que c'était Daniel Jones. Quelqu'un qui est beaucoup plus athlétique qu'on ne le pense, qui sait faire beaucoup de passes, mais qui peut faire beaucoup de conneries aussi. Et son floor, par contre, est beaucoup plus haut que Bryce Young pour moi. Et ça serait Ryan Tannehill. Et du coup, Vas-y, sur les deux Alexandre, premiers quarterbacks de cette année, par rapport à l'année dernière, ça donne quoi? Parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Parce que c'est quand même dur de se dire, ok, Ils c'est sont les deux bien premiers meilleurs qui que vont ceux de l'année partir. dernière, hein. Bien meilleur. Mais moins bons que ceux de l'année d'avant. Mais moins bon que ceux de l'année d'avant. Oui, Voilà. tout à fait. C'est très bien Donc on résumé. dit Bryce Young, c'est déjà Stroud meilleur que 2022. Et après, tout ce qui est Richardson, Lewis, Hooker, en dessous des meilleurs de l'année dernière. Bah, je suis pas d'accord avec Richardson. Non, parce Non, que, si. parce que l'année dernière, tu peux pas comparer Kenny Pickett à Richardson, par exemple. Richardson, on est sur un projet tellement énorme. Kenny Pickett, tu avais une valeur sûre. Kenny Pickett, tu peux le comparer plutôt à Eldon Hooker, par exemple. Quelqu'un qui est un peu sûr. Alors, il y a la blessure, tu vas me dire, Alex, oui, je vois, mais blessure, ligaments et tout. Mais on va dire que c'est une valeur un peu plus sûre. Ah oui, complètement. Mais je veux dire, il est plus NFL ready, tu vois, le côté un peu mature, prêt à jouer tout de suite. Oui, parce qu'ils ont un certain âge déjà. Oui. Voilà. Ouais. Et Kenny Pickett, tu sais très bien. Alors, désolé, Aptine, hein, mais Kenny Pickett, son plafond, c'est pas. C'est Madaon. C'est pas Patrick Mahomes. Hein. C'est un bon quarterback, quoi. C'est tout. Et du coup, maintenant, j'ai une dernière question, parce que c'est moi qui ai posé les questions, vu que je n'ai pas révisé. Marc, j'ai l'impression que tu es le seul hypé par Anthony Richardson, en tout cas plus que les autres. Pourquoi? Ouais, pour deux raisons, je pense. Un, c'est que je regarde très peu la NCAA et que donc je suis pas, je l'ai pas vu mal jouer puisque je l'ai pas vu jouer du tout. Et deux, parce que encore une fois, on est une émission de fantasy et il a une capacité physique tellement hors norme que si par hasard il arrivait à devenir titulaire dans une équipe, il serait monstrueux en fantasy direct par ses capacités. Et que du coup, encore une fois, si on parle de dynastie et qu'on est dans une ligue à 1 QB, par exemple, il y en a de moins en moins, mais dans une ligue à 1 QB, je le drafterais sans hésiter. Parce que si mon deuxième QB, il marche pas, je m'en fous. Le plancher, je m'en fous complètement. Par contre, le plafond qu'il a, ça peut faire gagner des ligues fantasy sur 5-6 années. Et en Superflex, je le baisse un tout petit peu par rapport aux autres. Je pense que si j'ai besoin d'un QB, je prendrais plutôt Young et Stroud en premier. Après, tout dépend, encore une fois, où il va aller, etc. Mais si par exemple, je l'ai vu dans plein d'endroits, mais je le vois à Tennessee, je le vois, je sais pas, dans des équipes où je me dis, tu vois, il peut avoir justement un an pour faire de la merde parce qu'ils s'en foutent et ils tentent. Et si tu veux, genre l'upside, encore une fois, c'est un peu une différence culturelle aussi, j'ai remarqué entre les trucs américains et la façon dont on a, nous, d'analyser en France. On cherche souvent à essayer d'avoir la valeur sûre, le mec safe, le mec machin. Mais en fait, en NFL, on se rappelle que si tu as gagné, tu vois. Et parfois, il faut prendre un risque. Et en fantasy, c'est encore plus le cas. Donc, tu as 12 mecs et puis tu en as 11 qui perdent et un qui gagne. Et celui qui gagne, quand on a commencé notre dynastie, j'ai pris Trey Lance. Tant pis, si ça marche pas, c'est pas hyper grave. J'ai gagné quand même. Mais si j'ai Trey Lance et qu'il il fait ce qu'il faut, voilà. Donc, Richardson, pour moi, voilà, il a un upside tellement énorme, surtout pour la fantasy, que s'il est suffisamment fort pour avoir une place en NFL, il sera monstrueux en fantasy. Et si par contre il l'est pas, c'est pas très grave. Une réaction, je suis désolé. Marc, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend dans quelle équipe ça va. Et donc moi, je dis que Anthony Richardson va tomber potentiellement au deuxième tour. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les équipes qui ont des besoins, la seule équipe à la rigueur où je pourrais accepter qu'il parte dans le top 10, c'est Seattle. Parce que Seattle a un environnement qui est fait pour asseoir Richardson un an derrière Geno Smith et avec un Pete Carroll qui lui apprend le métier. Donc, ça veut dire qu'en fantasy,
Bah, tu l'utilises pas du tout. Il n'est pas titulaire, il joue pas, et donc du coup, il te fait pas de points. Donc ça dépend quand même dans l'équipe à laquelle il va aller. Ouais, Credence, mais il va aller à Seattle, pour moi, ça serait 100%. parfait. Seattle, ça serait parfait pour moi. Je le prends en dynastie direct. En dynastie, Mais pas en incubé. Mais c'est pas grave, je le fais pas jouer la première année. D'accord. Ok. Mais Tu en fais pas jouer dynastie, la je le première prends. Ouais. Ok. Comme on dit, tu le mets en chambre de pouce. Attends. J'ai Un pas enfant entendu. de C'est une sauce. question pour moi? Ouais. Non Oui. C'est pas grave, continue. C'est le live. Donc voilà. Donc Richardson pour moi, c'est s'il ne tombe pas dans les 10, ce que je voulais dire, c'est qu'il s'il tombait pas dans les 10 premiers, je le vois mal partir au premier round. Je sais pas qui, quand on voit ceux qui vont drafter par la suite. À la rigueur, il pourrait y avoir les Ravens qui fassent une dinguerie, mais ils viennent de re-signer Lamar Jackson, donc c'est mort. Les Vikings qui pourraient se dire on en a marre, on ne croit plus en Kirk Cousins, on y va et on prend Anthony Richardson, mais c'est tout. Dans le premier tour, s'il ne fait pas le top 10, Anthony Richardson, il ira au deuxième tour. C'est mon hot take. Et je pense qu'il ira au deuxième tour, notamment à Seattle, parce que Seattle est 37. Titans sont 41, il pourrait très bien partir 37 ou 41. Je pense arriver pour Anthony Richardson. En tout cas, ça me choquerait moins que top 10, ça c'est sûr. Ouais, mais donc en gros, en redraft, tu prends Bryce Young et CJ Stroud. En dynastie, tu prends Anthony Richardson. En fonction de là où il arrive, sur le landing spot. Mais bon, à la rigueur, qu'importe. En tout cas, s'il est pris, il y a plein de gens qui prenaient mal les coulisses en QB2, en draft ou quoi que ce soit, en espérant que, quoi. Ouais, Non, Du coup, Will Levis, tu le pense que prends ou pas? tu le prends en route de secours. Même en dynastie ou... Tu le prends si tu as quelqu'un à côté. Si tu le prends pas, tu le prends Évidemment. pas si tu personne. Si tu prends, quand je dis Anthony Richardson en redraft, en QB2, pour un QB remplaçant ou ton bench, hein, tu ne prends pas en QB1 en redraft un mec comme Anthony Richardson, mais même Bryce Young et Stroud, tu les prends même pas en QB1 parce que c'est-à-dire que tu as raté un peu beaucoup de quarterbacks quand même quelque part en redraft. Si Bryce Young va aux Panthers, tu pourrais te dire, je le prends en QB1 si j'ai une stratégie QB late. Tu vois, je prends tard dans ma draft, je prends un quarterback tard dans ma draft, je prends Bryce Young. Si je Stroud, par contre, je déconseille. Hein, parce que Stroud, à mon avis, il peut très bien faire 5-6 matchs en remplaçant. Oui. Derrière Davis Mills? Ouais. Il est dans ce sens-là? Tout dépend de où, toi. Je parle, aux Texans, excusez-moi. Oui, j'ai dit implicitement Davis Mills parce que je parle des Texans. Imaginons qu'on suive la théorie de Pence, que Bryce Young soit en premier tour, au premier pick, et qu'après tu as CJ Stroud. CJ Stroud, du coup, il est aux Texans. Si les Texans prennent un quarterback, bon, après ça, on a vu des mocks, c'est très chelou dernièrement. Donc là, du coup, la question se pose, imaginons CJ Stroud qui va aux Texans. En redraft, est-ce que tu prends CJ Stroud en QB1, même en late, en disant ma stratégie, je blinde receveur, running back, même remplaçant un tight end, et puis remplaçant s'il est encore là. Parce que si tu prends un QB2 remplaçant et que tu es en late QB en draft, en redraft, ça veut dire que vraiment tu es à la ramasse, quoi. Et tu as de la chance de choper encore CJ Stroud en QB2 en stratégie de QB. Ça arrive de faire QB late et d'enchaîner 2 QB du coup. Ouais. Après, si on parle de redraft, effectivement, dans les QB rookies, j'ai tendance à éviter, sauf si je peux avoir une grosse opportunité en 3e QB, un truc comme ça, ou un Justin Fields, il est plus rookie, tu me diras. Justin Fields, l'année dernière, à un moment, il avait été drop parce qu'il joue mal. Ça, c'est le genre de mec que tu veux avoir parce que tu sais jamais quand ils peuvent exploser. Mais encore une fois, on parle plus d'upside pour moi quand on parle de ce niveau-là de QB que de sécurité, d'avoir un mec qui peut te faire 15-16 points toutes les semaines, tu t'en fous. Mais d'avoir un gars qui peut t'en faire 25 tout à coup, ça c'est intéressant. Je sais pas si tu voulais parler rapidement de Will Levis, qui est monté dans les derniers sondages au dernier moment, ou de Hooker. Sinon, on peut passer au running back comme tu veux.
Bah, c'est comme vous voulez, hein. Moi, j'ai ce qu'il faut. Je pourrais parler pendant 1h30 s'il faut. Bah, c'est pour éviter d'en parler, Mais parler 1h30. voilà. Vas-y, dis Non, Will rapidement Levis, son voilà. profil, Will à Levis, qui j'y il te fait crois pas. penser. À qui il te fait Will, penser, juste rapidement, juste pour qu'on sache à peu près ouais. quel genre de joueur c'est. Will Levis, pour moi, c'est Sam Darnold dans le corps de Tim Tebow. Ok. Et Hooker? Hooker, moi j'aime bien en plus, mais il pourrait être Jared Goff. Mais Hooker, pour moi, c'est un QB remplaçant. Mais il pourrait être pris avant Will Levis. Hein. Je ne serais pas surpris. Ça marche. Ouais, Hooker, c'est typiquement le genre de mec safe qui, lui, pour le coup, et si ça se trouve plus près que tous les autres, et s'il est drafté dans une équipe qui a besoin d'un QB, bah, il peut très bien voilà, exactement. être efficace dès la première année, mais il n'aura pas l'upside, quoi. Mais il s'est fait des ligaments et je peux comprendre que ça fasse peur, quoi. Ok, par souci de temps et pour être sûr d'avoir une petite pause quand même avant le début de la draft, on va passer au running back. Et ça, c'est la section d'Antoine. On peut tous interagir. On a déjà un petit peu parlé de Bijan et de Gibbs en début d'émission, mais raconte-nous un peu. Bah, là, j'ai encore une fois ces 3 noms, c'est les mecs que NFL France ont mis. Mais si tu en as d'autres qui t'intéressent et que tu veux nous présenter rapidement, vas-y. Ouais, tout à fait. Bijan et Jamir, bon, je pense qu'on se l'est dit. D'ailleurs, je pense que Jamir va être attendu un peu plus haut que les derniers big boards qui ont été potentiellement proposés. A priori, peut-être fin de premier tour, parce qu'il y a une certaine hype qui monte dessus. Il y en a un qui est très intéressant à suivre, c'est Zach Charbonnet. Pourquoi parce que c'est un style de running qu'on a un peu perdu ces dernières années, c'est-à-dire running un peu tanké, qui va être capable d'accélérer très rapidement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un joueur qui, sur une dynastie ou même sur une redraft, peut avoir un impact assez immédiat. Parce qu'il sera soit très bien se mettre dans un comité, soit être RB numéro 1, voire numéro 1 bis, en fait, en fonction d'eux. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Devon Achan, c'est un bon joueur qui avait un impact très important, mais il faut faire très attention avec le college football, c'est qu'il y a des joueurs qui peuvent être dans des universités RB1++, mais finalement qui, dans une équipe NFL, avec le gap et le changement de niveau, sont RB2, voire RB3. Devon Chan est typiquement un joueur qui peut se créer une place dans un comité, mais qui sera surtout utilisé au départ pour se faire un nom sur les unités spéciales, parce que c'est un très bon retourneur. Donc, il faudra être plutôt attention. S'il y en a un sur lequel on peut être plutôt intéressé, et c'est là où je vous mets un peu en alerte, c'est Johnson de Texas, donc du coup qui était le RB numéro 2 derrière Bijan l'année dernière. C'est quelqu'un en fait qui est capable en goal line de faire des points assez rapidement. Donc je dis une bêtise, mais par exemple pris en tour 2, tour 3, voire même au round 4 de cette draft, il peut être mis dans un comité de coureur, par exemple les Bills, pour ne citer que, et pourquoi pas en fait être uniquement appelé en goal line et permettre de venir récupérer et faire peut-être 3-4 touchdowns sur sa première saison avant d'avoir un rôle un peu plus important. Comment je le comparais plutôt à une saison qui peut être similaire à celle d'un Tony Pollard en fait ces dernières années, c'est-à-dire commencer petit, puis en fait au fur et à mesure montrer un peu l'impact et sa potentialité. Donc voilà pour faire un tour assez rapide. Bien évidemment, on sait en fantasy que les running backs peuvent tourner assez rapidement, donc il y aura de quoi faire, sachant que cette année, la classe est tellement profonde, c'est une des plus profondes de l'histoire d'après certains analystes, que vous pouvez avoir des joueurs comme Zach Evans ou autres qui peuvent se retrouver assez rapidement running back numéro 2 dans certaines équipes NFL et en fait prendre un impact assez fort. Justement, je voulais parler d'Evans parce qu'en fait, j'ai vu des différentes mocks où en tout début, il était genre dans les 5 premiers, là, comme il y a sur le visuel. Et là, je trouve qu'il descend beaucoup. On en parle plus vers la 9e ou 10e place. C'est pourquoi c'est typiquement la hype de la draft. Et en fait, surtout que c'est un mec qui est totalement immature. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de prendre sa voiture et par exemple, imaginons, il est pick par Las Vegas, les Raiders. Bon, bah, c'est typiquement le type de mec qui peut rejoindre un certain nombre de joueurs, voilà, globalement pris par la hype de tout ça. Et en fait, cette instabilité-là fait quand même assez peur. Maintenant, dans les équipes, je pense qu'on a assez d'exemples. Et c'est surtout que, encore une fois, la classe est tellement profonde
que en fait, l'écart de niveau entre un Zach Evans et quelques autres joueurs comme un Johnson de Texas est finalement très minime. Et donc, en fait, du coup, tu es un GM qui est un peu safe. En fait, bah, tu vas peut-être laisser passer Evans et prendre un joueur, en tout cas, où tu sais que Il y a moins belle de risques. stabilité, quoi. Ouais, moins de risque. Merci. Ok, parfait. Sinon, les autres, est-ce que vous aviez un autre nom en tête, un mec que vous surveillez ou un Non, sleeper? j'ai une question. Ouais, J'ai une vas-y. question. Du coup, Antoine, quelles sont votre équipe idéale où on pourrait drafter un rugby rugby, n'importe quoi. Un running back. Un running back en fantasy rookie. Ouais, il y a une équipe que je vois plus que les autres, c'est Atlanta. On en a parlé un peu tout à l'heure, les Falcons, parce que je pense que ça peut avoir un impact assez immédiat. Finalement, le collège de coureurs est assez faible. T'aimes pas Algier et Patterson? Bah, en tout cas, je les trouve pas au niveau de ce qu'on a actuellement. Si Atlanta se positionne, je vois plus. C'est simple, je vois plus Bijan descendre en dessous de la 8e position complètement. Donc, je pense qu'en fait, si demain Atlanta a envie d'avoir un talent générationnel, tu prends ce type de joueur-là. L'équipe qui, pour moi, peut faire une masterclass à l'intérieur, c'est Dallas. Et on en a parlé tout à l'heure. Parce qu'ils ont la ligne offensive pour offrir un pont d'or à n'importe qui, même si Tony Pollard peut être une très bonne solution, et je pense que c'est le RB1 aujourd'hui. Tu peux avoir quelqu'un en 1 bis qui peut être capable de prendre un peu de snap au fur et à mesure. Et a priori, je vais me contredire direct, mais a priori, si Zeke re-signe, par contre, c'est pas le bon spot. Ça devient plus un bon spot parce que Zeke continuera à faire du 1 yard and goal, histoire de marquer un touchdown. Donc ça, c'est hyper important. Une équipe, par contre, où je vois qu'il peut y avoir un véritable intérêt, je dirais que chez vous, ça peut être plutôt pas mal aux Panthers. Ça peut être une bonne chose. Parce que finalement, comité, pas comité, je pense que Frank Reich, il va aimer avoir un running back numéro 1 solide à qui il va pouvoir donner 15 ou 20 fois le ballon. Donc là, ça peut être un véritable spot intéressant. Hormis ça, on transforme quand même de plus en plus les équipes vers des comités de coureurs. À la limite, je rajouterai juste ça parce que sinon je peux faire aussi 1 heure sur le sujet. Les Giants et le cas Saquon Barkley est quand même assez préjudiciable en ce moment. Et finalement, en fait, s'ils ont le nez creux, ils peuvent installer quelqu'un d'autre en bonne position à ce poste-là. Ouais. Et moi, je surveillerai aussi les Broncos parce que ça donnera une bonne idée de comment ils sentent Javonte Williams et sa blessure. Exactement. Et si je peux finir avec ça, j'ai un Vas-y. dernier nom à vous proposer qui est un sleeper qui coûtera walou pour personne. C'est Deuce Vaughn de Kansas State. C'est un pur running back bodybuildé. On n'entend pas beaucoup parler. Par contre, capital de blessure 0. Il court le 40 yards quasiment en 4,34 si je ne dis pas de bêtises. Et il est plutôt assez massif. C'est typiquement le C'est type un de petit, joueur c'est genre un Tariq Cohen, non? Exactement, c'est typiquement le type de joueur qui pendant 8-9 matchs, tu vas pas en entendre parler, les blessures vont commencer à arriver, dans l'équipe dans laquelle il va être drafté, il va prendre le ballon, il va faire 2 matchs à plus de 100 yards, et puis finalement, en fait, il va passer pour la star du truc qui est limite indéboulonnable. Je vois bien avoir une carrière un peu à la Mattison des Vikings, c'est-à-dire le mec qui, quand tu as besoin de lui, globalement, il répond présent et finalement met le doute dans qui doit starter ou pas quand ton RB1 est potentiellement blessé. Jusqu'au point de s'imposer. Ouais, en fait, c'est un top waiver, quoi. Exactement. C'est pas forcément quelqu'un que tu vas drafter, mais par contre, tu vas garder un œil sur le waiver en tant que waiver ou tu le mets sur le banc quand même. Ouais, non, je pense que pour moi, tu le mets sur le banc quand même. Mattison, ouais. Ouais. Ça va dépendre de l'équipe encore Ouais, une fois. ça dépend de tes formats, ouais. Ah, Ok, et alors on va finir avec les receveurs et les Titans, comme vous voulez. Donc Alex, ça c'est ta section. Receveur, il y a Smith Njigba qui est régulièrement cité comme le numéro 1 de cette classe, mais pas forcément celui qui va être drafté en premier.
Qui sont les profils à suivre d'après toi et ceux qu'on doit vraiment bien connaître pour cette nuit? Malheureusement, enfin pas Pas malheureusement, grand mais monde. non, c'est pas ça. C'est que Smith-Njigba, si, il peut être drafté en premier malgré tout. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, c'est un peu comme les quarterbacks. Tu as, pour moi, alors je parle de mon avis, hein, Jordan Addison, c'est le meilleur receveur jour 1. Il est le plus, on va dire, complet. Évidemment qu'il a des failles, Addison, mais il est plus complet. Et puis quand même, c'est un bon receveur. Mais après, tu peux avoir un craquage pour Smith-Njigba dès le 12 ou 13. Hein. C'est pas en pick 12 ou en pick 13. Hein. C'est pas impossible. Pick 13. Pick 13, non, j'imagine. Ça serait bien. Ouais. Ça serait marrant. Non. Oui. Pourquoi je dis ça d'ailleurs Mais j'ai pas encore l'habitude que les Packers sont en 13 d'ailleurs. Mais quand tu bosses depuis si longtemps sur les drafts à un autre pick, bref. Déjà, juste pour résumer, le meilleur global, en fantasy, là, on n'a aucun WR1. Hein. Même les gars qui potentiellement, c'est WR3, 4 à la rigueur. Jordan Addison, tu peux le mettre à la rigueur, justement, te dire, oui, je peux avoir, ça se trouve, un upside WR2 ou peut-être WR1 en fonction d'où il tombe. Mais en termes de talent, la QV des receveurs, c'est pas ça cette année. On n'est pas à l'époque des receveurs des Dallas Cowboys qui étaient draftés. C'est une classe assez faible. Donc pour moi, globalement, on a Njigba, Johnston, Addison, Flowers, Hayat. En gros, c'est du potentiel premier tour en draft ce soir. Et les 5 autres, un peu plus tard, deuxième tour, voire troisième. Troisième, Rashi Reich, je pense qu'en fait, il a peut-être un peu plus bas. C'est pas forcément un receveur à prendre aussi haut. Maintenant, en fantasy, Johnston, tu vois, c'est un exemple de receveur parfait pour les Ravens. Où c'est du costaud, il n'est pas forcément très rapide. Après, il y a du travail à faire avec lui parce qu'il a un gabarit, mais il ne sait pas encore vraiment bien l'utiliser au niveau de son catch radius ou quoi que ce soit. Mais c'est du costaud. Lui, en termes de yards after catch, les YAC, comme on dit, et donc en fantasy, c'est top, parce que le gars, il va capter sur des tracés courts et il va te rapporter des points. Pas beaucoup, mais par contre, beaucoup. Comme un excellent tight end. Quoi. Ouais. Donc, ça va être un peu ça. C'est-à-dire que les joueurs qui sont dans le slot, en gros, parce que c'est par là où ils vont être formés beaucoup, hein, la plupart vont être formés vraiment dans le slot. Du coup, c'est des joueurs en upside, en fantasy, je te dis, de 3 pour le premier tour à 4-5 pour la suite. Quoi. Après, moi, à Josh Downs, pardon, je suis à peu près de mon micro. Josh Downs, qui est vraiment fait pour le slot, lui, en termes de points, c'est quelqu'un qui est un peu monotâche en termes de receveur. Mais par contre, en fantasy, si en fonction de là où il tombe, ça se trouve, il pourra déclencher pas mal par la suite. Et il y a pas mal de receveurs avec des gabarits assez petits, justement, il y en a de plus en plus qui sortent. Moins avec plus traditionnels, des mecs de 1m95 qui peuvent capter des ballons. Johnston en est un. L'autre qui a ce style de jeu, c'est Mingo, qui est un peu le mec que j'ai vu beaucoup dans les derniers jours remonter un petit peu dans les mocks. Personnellement, alors justement, je peux me faire peut-être taper par Valentin sinon on regarde, mais moi, Mingo, je suis pas un fan du tout. Il a des problèmes d'Europe. Il y a un potentiel, évidemment, comme tous les receveurs de sortie d'université. Moi, je préfère son acolyte Heath, HEATH, qui va être pris beaucoup plus loin, peut-être même undrafted, mais qui peut être un upside, qui peut être vraiment le méga sleeper en undrafted quasiment, peut-être, et qui, pour moi, est sous-coté.
termes de draft. Franchement, je suis manager, je le chope, je suis content. J'ai une question, Alex, pour toi. Du coup, JSN, il tombe aux Packers. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Il n'est pas receveur 1,5 en fantasy? Bah non, pas avec la circonstance des Packers. Tu sais même Bah, pas Mais il- par sa propre faute ou à cause de Jordan Love? à cause de Jordan Love. Mais il va pas jouer dans le slot, tu penses, et donc du coup récupérer plein de ballons faciles? Si. Bah, c'est-à-dire qu'après, il va y avoir un problème. Enfin, c'est-à-dire que c'est un joueur de complément. JSN, s'il est pris, c'est sûr que par rapport à Dobbs et par rapport à Watson, les trois vont plus ou moins bien se compléter. Mais le problème, c'est la production. Limite, moi, je me dirais presque que mon receveur préféré au Packers, c'est Aaron Jones à l'heure actuelle. C'est pas, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Je dis, Jordan Love, on l'a vu 3 matchs. Bon, ben, je suis désolé. À Utah, on a trade up à Utah, il sortait d'Utah, alors qu'il était pour moi QB 4 ou 5 dans la draft et jamais un premier tour. Bon, bah, on l'a drafté en disant oui, il a un potentiel physique, il coche toutes les cases, etc. Moi, déjà, on l'avait pris trop tôt. Donc, déjà, j'avais aucune garantie en sortie d'université. Mais alors là, maintenant, avec la politique des Packers, bon, bah, c'est pour ça que ça peut être. C'est des paris à faire lors de vos redraft ou en dynastie, ça c'est évident. Hein. Parce que ça peut être de total upside et puis devenir, comme disait Marc tout à l'heure, Watson, sur 6 semaines, il va te brûler la planche. Quoi. Alex, t'es du coup en train un peu de dire que finalement, Jordan Love, c'est un peu comme Anthony Richardson. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on ne sait pas trop qui il est. Et non, c'est juste pour que tu confirmes ou pas. C'est ok, merci. Non. On va ressortir les conversations sur Justin Fields de l'année dernière. Antoine. Ah, d'accord, tu commences à être méchant. Ok, avant que ça s'envenime trop, t'en avais d'autres des receveurs ou tu veux qu'on passe au tight end? Il y a Non, une belle parce classe de tight end. Les receveurs, c'est pas forcément une classe, on va dire, avec des top receveurs. Par contre, elle est très profonde. Il y a plein de petites pépites à choper 5e, 6e, 7e tour. Donc, des joueurs qui ne seront jamais pris lors de la draft dans vos ligues. Et que si vous avez un peu bossé sur les pépites en regardant sur Internet ou quoi que ce soit, ou des sites spécialisés, vous allez les prendre tranquille après votre draft en disant tiens, je m'en fous, c'est pas grave. Et vous allez voir que vous allez, ça se trouve, choper des pépites en vrai. Quoi. Juste si je peux me permettre, Alex, il y a un joueur où tu n'en as pas trop parlé, mais moi je pense que c'est quelqu'un qu'il faut surveiller de près, c'est Hayat, qui est un top receveur. Ça y est, il commence. Mais qui est un top receveur. Comment Hayat déjà. Hayat, on rejoint sur la conversation de Hooker, et ça peut être le cas aussi sur Tillman. Hein. On a quand même deux receveurs de Tennessee. Encore une fois, ils viennent d'une université où Hooker était en système de spread offense. C'est un système d'attaque qui est très particulier. C'est pas quelque chose que tu vois et adaptable en NFL. Quoi. Donc, ouais. C'est vrai. C'est pour ça que du coup, on parle de fantasy, les receveurs, quand tu suis pas forcément, tu dis pas, tu vas pas chercher les gars Bresson dès le départ, tu veux un peu de sûr. Et si tu veux du sûr, bah. Mais du coup, les gars, est-ce que vous ne pensez pas que quand on recherche des joueurs à drafter en fantasy, il faut plutôt regarder les équipes dans lesquelles ils tombent finalement? Il y a des équipes qui ont des cruels besoins de receveurs aujourd'hui. Et donc, en fonction de qui va tomber dans ces équipes-là, ça va être des joueurs à surveiller. Je pense, par exemple, on peut. Alors, est-ce que les Patriots vont recruter correctement un receveur? Ça, c'est un autre problème, un autre débat. Mais je pense, par exemple, que si les Jets, ils vont chercher un receveur, c'est hyper intéressant. Si les Chargers vont chercher un receveur, c'est hyper intéressant. Voire même les Vikings, tu vois. À mon avis, il y a des équipes, c'est plus par rapport aux équipes qu'on peut se dire qui drafter en fantasy plutôt que les joueurs eux-mêmes. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah c'est le joueur avec le fit dans son équipe et où il s'en sort, et c'est ça. C'est surtout. Après, trop d'armes, tu les armes. Hein. Je veux dire, tu parles des Jets, juste par donner ça. À force d'empiler,
la prod, elle va être ventilée, quoi. Donc, elle va être diluée. Donc, Ah bah, je comprends pas avec qui alors. Hein. Parce qu'à part moi, il y en a un qui est solide pour moi. Lazard, tu sais ce que je pense de Lazard. Pour moi, c'est un mec qui perd sa place. Si les Jets prennent un slot receiver, Lazard, il perd sa place parce qu'il va aller sur l'extérieur et comme il ne sait pas jouer sur l'extérieur, c'est terminé. Donc, au final, à part Garrett Wilson, je ne sais pas trop qui a sa place dessus. bah, Brice Hall. Ah, mais il est running back, lui. Je m'en fous. Hardman. Non, mais d'accord. Mais oui, mais les running backs à l'heure actuelle, de nos jours. Enfin, Oui, mais si je tu ne prends drafte pas un gars running back en Wilson, receveur en fantasy, donc quelque part, tu vois. ben, si, en double menace, en termes de points par rapport à la passe. Quoi. Certes, mais Bryce Hall, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est certainement un top 15 running back en fantasy. Bon, après, on ne sait pas comment il va se remettre de sa blessure, mais, Voilà, c'est surtout ça. mais par contre, en receveur, tu vois, je ne peux pas le caler en WR. Il y a l'ancien receveur aussi de le Miss, quand même, qui est encore là. Hein. Il n'a pas été tradé. Hein. Il a déjà. Et la Jamour, si, il a été tradé. Ouais, Elijah Moore, il est à Cleveland. Jamour, Ah oui, il a tradé, pardon. À chaque fois, comme je le voyais dans les trades pour. Il a été libéré. Libéré. Il a tellement chialé sa mère qu'il n'a pas attendu Aaron Rodgers, ce con. On va passer au tight end. Allez. Et une bonne classe, grosse classe de tight end, avec plusieurs profils intéressants justement en fantasy parce que de pass catcher. Ouais. Et franchement, en plus, c'est aussi bien sur le terrain que potentiellement en fantasy. Bon, après, les tight ends, c'est tellement un poste compliqué en fantasy. Je veux dire, à l'heure actuelle, les tight ends qui soient intéressants à drafter, il n'y en a pas pléthore. Et potentiellement, on peut en avoir. Et bon, alors, évidemment, Michael Mayer, parce que c'était la star de Notre-Dame, et que tout le monde l'appelle, sorte de baby Gronk. Pour moi, déjà, c'est pas mon tight end préféré. Déjà, c'est une taille, parce que pour moi, il est beaucoup plus complet. Et après, en fantasy, pour moi, Michael Mayer et Kincaid, c'est fortement probable en termes de valeur. Après, encore une fois, toujours en fonction de là où il tombe. Par contre, tu as fait exprès, c'est pas possible, c'est comme Anthony Richardson, de me mettre en 3 Le physique. Ouais. Mais on te demande pas de porter des packs d'eau. C'est pas moi, c'est NFL France qui a fait ce classement. Et NFL France. Ouais. J'ai plus la capacité de faire des beaux graphiques comme ça, moi. Non, mais Darnell Washington. Ouais, mais j'ai vu une mock justement où Washington est devant Kincaid. Tu penses quoi? Non, mais même en vrai, on voit des mock drafts où Darnell Washington. Non, Kincaid doit être devant. Kincaid doit être devant. Non, mais techniquement, Mayer, Kincaid, ça c'est évident. Musgrave, en termes de talent, est au-dessus de Laporta. Darnell Washington, il a un physique, ok. C'est comme Anthony Richardson. C'est le Anthony Richardson en tight end cette année, Darnell Washington. Bref. Après, il a un arbre de tracé, c'est une catastrophe. Enfin, bon, bref, je ne suis pas fan. Par contre, il y en a d'autres plus intéressants à la rigueur, potentiellement en tight end, qui peuvent, en fonction de là où ils tombent, ça peut être intéressant. Qui je pourrais donner Laporta. Laporta, il y est. Mais je parle Tucker Kraft. Pour moi, ça peut être intéressant. Il y a des joueurs, tu vois, même je sais pas moi, même ouais, c'est ça. Même un Schoonmaker, il peut être. Non, Kuhn, je suis pas fan. Un Schoonmaker, il peut être. À la base, ce sont des tight ends qui sont potentiellement à bien faire leur boulot de tight end. Ce ne sont pas que des joueurs qui sont juste bloqueurs. Ils ont un potentiel pour être vraiment les deux et à jouer dans les systèmes à deux tight ends ou en RPO, quoi que ce soit. Donc, non, c'est. Mais en fantasy, à l'heure actuelle de sûr, avant même de savoir où ils tombent, tu peux mettre Michael Mayer et Kincaid, ça c'est évident. Ouais. Juste garder en tête que c'est toujours difficile pour les tight end rookies.
d'être suffisamment sur le terrain et de vraiment avoir un impact en fantasy. Donc c'est plus voilà, des joueurs à drafter si vous avez de la place dans des taxi squads, des trucs comme ça. Ouais. Si vous avez des taxi squads, des trucs comme ça pour votre dynastie, sinon dans les grilles draft, éventuellement à éviter, quoi. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait 1h30 qu'on est à l'antenne. Juste avant de partir, je voudrais avoir une prédiction, une bold prediction pour la draft cette nuit. Je sais pas si je vous avais prévenu ou pas, je me rappelle pas, mais il faudra peut-être la faire en freestyle. Donc je vais le faire dans l'ordre de qui j'ai là sur mon écran, et on commence du coup avec toi, Alex. Une bold prediction pour pas forcément pour cette nuit, ça peut être pour n'importe quoi dans la draft, un truc qui va se passer. Ça peut être un trade, ça peut être un pick auquel on s'attend pas, ça peut être un trade. Un trade, moi je vois quand même Los Angeles Rams monter au premier tour. Ok. Luc, t'es le deuxième sur la liste. Trey Lance tradé. Ok. À qui? Je Contre quoi? Je sais pas. Franchement, je t'avoue que je sais pas. Mais pourquoi pas Houston? À Houston, ok. France. Will Levis n'est pas pris au premier round et Hendon Hooker est pris avant lui. Ok. Antoine? Les Dolphins montent au premier tour pour Jahmyr Gibbs et Anthony Richardson est sélectionné en 11e position par les Tennessee Titans. Tu m'as fait peur. T'allais dire première position, je te jure. J'étais parti direct. Non. Les Dolphins vont trade up au premier tour pour prendre Anthony Richardson. S'ils font ça, je deviens supporter des Buffalo Bills. Ouh là là. T'enregistres, hein, Marc, hein, vu? Oui. Voilà. Ouh là là là. Oh mon Dieu. Et Aptin en dernier? Trade de Derrick Henry ou de Hopkins. Nice. Moi, je vois bien Henry trader. Et moi, ma prédiction, c'est qu'il n'y aura que 3 receveurs draftés cette nuit au premier round. Déjà beaucoup. Sans donner les noms. Je peux donner. Si, les noms que j'ai, c'est Addison, Smith & Jigba et Zay Flowers. Excusez-moi, les gars, vous trouvez ça bold? Non. Vous trouvez ça bold? Est-ce que c'est bold enough? C'est le bold londonien, tu sais. Si, c'est bold parce qu'il a dit Zay Flowers. Ok, fine. Waouh. Donc Quentin Johnson. Je sais pas, dans les 3 quarts des mocks, j'en ai vu au moins 4 ou 5 partir. Donc, oui, j'ai pas dit que tout le monde était. Enfin, le GM était intelligent, hein, j'ai pas dit ça, mais bon. Tu peux remettre juste les choix de draft? Oui. Parce qu'il y a une équipe qui en a 2, non? Il y en a plusieurs. Houston. Et les Jets. Ouais, Houston, ils en ont 2 taux. Et attends, je te le mets en grand. Et a priori, Houston est parti pour prendre Tyree Smith en 2 et voir si potentiellement il n'y a pas un QB qui descendra en 12 comme potentiellement. Ouais, je trouve ça fou comme stratégie. C'était pas sur Anderson en 2? Non, Will Anderson, il serait en 3. Ouais, il est descendu, ouais. C'est fou. Tyree Smith en Après, pour moi, très honnêtement, Bijan, il part même pas en 8. Il passe pas le 8. Donc si je reste réveillé jusqu'au pic des Falcons, je vais pouvoir avoir Robinson drafté, c'est ça? Ouais, je pense. Donc si je suis réveillé jusqu'au pic des Falcons et qu'il n'est pas drafté, demain matin, tu vas m'entendre. Ouais, pas de souci. Mais après, moi, si je suis GM de Chicago et que Bijan passe, je le draft, je vends Justin Fields et je lui laisse le ballon Wildcats. Et voilà la bold prediction. Mais d'ailleurs, dans les bold predictions, Vas-y, Aptin, je suis un peu moins épais, moi. J'aurais dit 16, pas 8, top 16. 16, les Commanders? Ouais, je pense. 14. Je sais pas, moi je le vois bien aux Chargers, hein, mais il est possible qu'ils partent avant, effectivement. Chargers en 21, c'est tard. Non, mais c'est tard. Je vois pas beaucoup d'équipes qui ont absolument besoin d'un running back. Les Lions, mais ils ont 2 running backs déjà. Non, les Lions, ils ont trop en corner.
Ils ont 2 running backs, il leur faut de la défense. Ils vont. Non, ils ont recruté en corner. Comment? Ils ont recruté en corner les Lions. Et pareil, hein. C'était vraiment pas bon l'année dernière. Pour moi, c'est Ouais, mais la classe est Cooper profonde en Spoon corner. chez Lions, c'est un lock. Et moi, il y a une énigme, c'est les Riders. Hein. En fait, pour l'instant, Josh Jacobs, ils l'ont pas prolongé. S'ils prennent Bijan Robinson, ça envoie un message très fort à Josh Jacobs. Quoi. Mais c'est comme Austin Eckler, Pour alors. Ils Pour sont Ouais, c'est tellement pareil. ces nuls. 12 gamins, ça va commencer à être compliqué. Quoi. Ouais, mais ils sont tellement nuls en corner que pour moi, Gonzalez et Witherspoon, les deux, ils sont interchangeables en 6 et 7. Tu peux Ouais, c'est dire vrai. en défense tout court. Tu peux dire en Ouais, défense. les- désolé, Carter aussi. à part Max Crosby, il n'y a personne. Ouais, Oui, après, c'est vrai. les Raiders, c'est un peu le désert, hein, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais j'ai l'impression que C'est dans le Nevada, hein. poste de corner est vraiment criant. Quoi. Ou alors Tennessee s'il vire Henry. Non, je Presque, sais les deux. presque les Beaucoup à faire contre Panthers. Martin Inning. Parce que les Panthers, ils prendraient pas Anthony Richardson, tu vois, pour se dire, tiens, elle est vraiment. C'est un procès. Pas avec le numéro 1. Non. Mais c'est marrant parce que dans les ball predictions, il n'y a personne qui a cité Jalen Carter. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait Non. dire Jalen Carter C'est sombre. plus une ball prediction qui soit pris aussitôt. Jalen Carter, il est capable de sortir un flingue au camp d'entraînement pour dire, allez les gars, Non, regardez, je vais faire un attends, super t'as pas truc. compris, Antoine. Antoine, je pensais en ball prediction, genre par exemple, il tombe. Tu vois, il tombe. Il n'est pas au premier tour. Ah, C'est parce que moi je suis intéressé non, par la pas. fantasy et c'est pas un poste de fantasy. Pardon. Mais tu vois, Mais ça peut il être pourrait une sortir ball du premier round. Ouais. Après, demain, je suis les Cardinals, même si j'ai envie de renforcer ma défense, qui est un vrai point. Prendre un wide receiver costaud pour Kyler Murray, sachant qu'Hopkins va sûrement partir. C'est pas déconnant. En 3 En 3. Mais non, tu trades down. Tu trades down. Ah ouais, tu trades down avec 2 choix et tu vois, tu Ah prends ouais. le 12. Tu prends le 12 par exemple et puis tu renforces après. Tu prends le Les 13 tackles, et on va Green partir Bay tellement vite, tu vois, prend Will tellement Levis. d'équipes sans Ouais. full line, là, c'est une catastrophe. Ouais. Ouais, c'est vrai que Will Levis, tout le monde le voit aux Colts, ce qui serait quand même assez incroyable pour un Ouais. mec qui mange des bananes avec la peau. avec la peau, qui met de la maillot dans son café. Ouais, qui est juste capable d'envoyer un ballon à 50 yards. Bah, c'est un peu comme Anthony Richardson. C'est le même délire. Mais il court pas aussi vite. C'est pas déconnant en complément de Minshew, quoi. Après, Anthony Richardson, il a un passif de blessure. Mais bon, Marc, je te laisse avec ton rêve. C'est l'upside, mon gars, c'est l'upside. Ouais, C'est pas grave si ça marche pas. On est en fantasy, il a raison, Marc. Théoriquement, il a raison. Maintenant, après. Pour moi, en La dynasty, théorie, la pratique. c'est. Voilà. Attends, Darius Thompson qui va être round numéro 3 est plus fort qu'Anthony Richardson. C'est enregistré et ça fait 1h42 qu'on est sur le live. Il mettra plus de points cette année en fantasy. Marc, Non, mais cette année, mais je m'en fous de cette année. Je m'en fous de cette année. On parle de dynastie. On parle de 4 prochaines années. Jack Henner, Et même, est-ce que tu comprends pas, c'est que même s'il marque plus de points, s'il en marque 43 et que Richardson en met 20, je m'en fous. Mais par contre, s'il en met 43 et que Richardson en met 230 et fait une Lamar Jackson, bah ça, c'est pas la même chose. Mais j'ai une question, Marc, quand même. Est-ce que dans tes dynasties l'année dernière, tu as pris Malik Willis une fois? Une fois, mais c'était pas pareil. Il avait été drafté au milieu du 3e round pour être remplaçant. Ok, mais tu l'avais pris. Ah, ok, donc Je l'ai pris dans une dynastie. Ouais. Ok. Non, mais et après, on peut pas tout comparer. Lamar Jackson, je suis désolé, mais Lamar Jackson, il mettait 60 points de moyenne à l'université, il écrasait tout le monde. Là, on parle d'un mec qui s'est blessé au 8e match universitaire qu'on n'a jamais revu. Le mec, Alors, il a fait de la Antoine, muscu le pendant pire. 8 mois. La comparaison avec Cam Newton, moi, me rend Ouais. complètement dingue. Les gens ont Ouais. oublié ce qu'il faisait à Auburn. Et, Complètement. et Marc, c'est notre boomer à nous qui a vu une vidéo sur Twitter d'un mec qui a Mais lancé j'ai un pas vu ballon à une vidéo. 60 yards. J'ai pas vu une vidéo. J'ai écouté ce que les gens ont à dire et je suis pas sûr qu'il soit aussi nul que vous le dites. Mais parce que si tu veux, moi c'est, alors on avait parlé en interne, mais j'ai lu un article par exemple parce que je l'ai recherché du coup exprès sur Josh Allen qui était écrit. Franchement, tu mets Anthony Richardson à la place de Josh Allen dans cet article et c'est la même chose. Et c'était un article qui parlait de Josh Allen au moment de la draft en disant ouais, c'est un peu boom bust, il pourrait monter, mais ça serait peut-être pas le premier prix, mais ça sera peut-être le 3e ou 4e QB. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est pas trop tôt, machin? Et franchement, on savait pas. Et avec Josh Allen, ça a marché. Je dis pas qu'avec Richardson ça marchera, mais si ça marche, c'est pareil. Ça, c'est Tu as QB1. complètement raison. La seule différence entre les deux, c'est que Josh Allen avait une carrière universitaire beaucoup plus remplie et au moins des talents de leadership qu'on pouvait pas. Là, le mec était à Florida, il avait une chaîne en or. Ouais, mais est-ce qu'il a écrit un article dans The Athletic? Non, Dans mais pas du comment ça s'appelle, The Players Tribune? tout. Non, mais c'est vrai.
Allez, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, un énorme merci les gars, et surtout à tous ceux qui nous ont suivis. Il y a encore 9 personnes en live, c'est notre record, donc ça c'est vraiment cool. On fera au programme, donc on va vous laisser tranquille pendant la draft avec les spécialistes, mais la semaine prochaine on fera... C'est la semaine prochaine ? Ouais, la semaine prochaine, mardi, on fait une mock draft pour que je puisse pick Anthony Richardson avec le premier pick de ma Dynasty Rookie Mock Draft. Et du coup, on parlera un petit peu plus en détail. On reviendra pas sur les profils, mais on parlera vite fait des landing spots et tout ça, tout en faisant notre Rookie Mock Draft. Donc voilà. Et on sera en compagnie de nos amis du Front Office Podcast. Yes. Là-dessus, c'est quoi votre plan pour qui reste réveillé ce soir ? On va essayer. Alex, France ? Yes. Ça commence à 2h. Bien Ah, sûr, en bien NBA, sûr. pardon, en NBA, je sais pas. Ok. Non, tu as, c'est la Rounding, hein. Premier on the clock, hein, les Panthers. Bien sûr, réveillés. Ouais, c'est clair. Après, tu C'est vas- clair. Tu vas chialer, tu vas Passer, chialer tout quand le monde. ils vont prendre Jalen Carter en 1, tu vas chialer. Ça pique pas, mais. Allez, là-dessus, je vous souhaite une super bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous. Et on se reparle, enfin, on se voit mardi sur le podcast. Peace. Ciao, ciao. Bonne draft Salut, à tous. salut Marc. Bonne draft. Bye bye. Ciao.